Donc tout d'abord, invisible et dangereux, il faut que je fasse quelque chose, me semble-t-il, ou ça va être fait pour moi. Invisible et dangereux, en fait, comme vous le voyez ici, j'ai commencé à travailler il y a très longtemps, au dernier millénaire en fait, à l'Institut Pasteur. J'ai commencé à travailler sur la rage, quoi d'autre, à l'Institut Pasteur. Et en fait, il faut savoir que Louis Pasteur, qui a inventé le vaccin contre la rage, comme vous le savez, il a fallu attendre 65 ans pour qu'on puisse voir le virus. Et d'ailleurs, évidemment, Louis Pasteur ne l'a pas vu. Donc les virus dont je vais parler ne sont pas complètement invisibles. On arrive à les voir en microscopie électronique. Mais bon, c'est vrai qu'à l'œil nu, comme ça, on ne les voit pas. Donc je m'occupe effectivement d'un laboratoire qui travaille sur les stratégies antivirales et aussi un centre collaborateur de l'OMS sur les arbovirus et les fièvres hémorragiques. Ebola, par exemple, et puis un laboratoire de l'OIE. Alors vous connaissez peut-être pas l'OIE, en fait c'est l'OMS des animaux, en fait, et pour beaucoup des maladies dont je vais vous parler, c'est en fait des zoonoses qui proviennent des animaux et que nous accueillons, mais ne vous en faites pas, nous sommes aussi capables de renvoyer quelques joyeusetés aux animaux, donc ça se passe dans les deux sens. Pour commencer, je dirais que, en fait, le XXe siècle, ça a plutôt été l'inverse. Ça a plutôt été comment on se défend et comment on arrive à résister à ce qui émerge et aux différentes maladies. Et on le voit ici, les grandes avancées, essentiellement d'ailleurs par l'hygiène, et donc les adductions, aussi bien les égouts que les hôpitaux. Là, c'est une situation qui vient de la grippe de 1918, où il n'y avait plus suffisamment de place pour mettre les gens dans les hôpitaux. Donc on était obligé de les mettre dans les couloirs. Mais vous pouvez voir que les maladies infectieuses sont descendues fortement, alors que les accidents, et notamment les accidents de la route, comme vous le savez, ont augmenté. Donc globalement, le XXe siècle a été un siècle où on a résolu une bonne partie des maladies infectieuses. Quelques exemples, hein, évidemment. Avant les antibiotiques, on n'arrivait pas à lutter contre les bactéries. Maintenant, on arrive à lutter très efficacement contre les bactéries, tellement efficacement qu'on en prend souvent un petit peu trop, et que les bactéries, et comme tous les organismes vivants, ont ça d'extraordinaire qu'elles sont capables de muter dans ces cas-là, et donc d'échapper aux antibiotiques. Et c'est la même chose avec les antiviraux. Vous savez qu'on peut traiter le HIV actuellement, et des gens peuvent vivre longtemps avec le HIV en prenant un cocktail d'antiviral qui évite justement les mutations qui peuvent échapper à tel ou tel antiviral. Quand on en prend à plusieurs qui bloquent différents aspects du virus, ça peut tout à fait marcher. Une autre grosse avancée aussi, qui est beaucoup décriée en ce moment, donc c'est pour ça que j'insiste un peu, c'est les vaccins. Donc je vois qu'il y a des têtes blanches dans la salle, comme moi d'ailleurs, et donc ces personnes-là ont été vaccinées contre la variole, hein, donc avec le virus de la vaccine, qui est une variole de la vache, même si l'origine on peut discuter de l'origine de ce virus-là. Et voilà ce que c'était qu'avant la variole. Et maintenant, cette maladie a été considérée comme éradiquée de la surface du globe. Et comme c'est montré ici, pour qu'une maladie puisse être éradiquée de la surface du globe, éradiquée, ça veut dire ça disparaît. Eh bien, il faut, jusqu'à présent, que ce soit essentiellement une maladie humaine. Donc j'ai un peu de mal avec ma souris, c'est pas grave, vous voyez homme là-haut. Donc il faut que ce soit une maladie humaine, parce que dès qu'il y a un animal qui est impliqué, c'est assez difficile d'aller essayer de lutter chez l'animal, encore que ça a été fait. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je ne peux pas vous parler de tout. Je vais vous parler en fait un peu de la grippe. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du MERS qui est en train d'émerger dans le Golfe. Ensuite, je vais vous parler du chikungunya qui est aussi très d'actualité. Et puis, on finira par Ebola. Je ne vais pas vous parler trop tôt d'Ebola parce qu'on parle trop d'Ebola en ce moment. Mais en tout cas, comme j'en parlerai à la fin, vous pourrez poser les questions que vous voulez. Donc, j'ai travaillé très longtemps sur la rage. Et peut-être ne savez-vous pas, et je n'en parlerai pas, donc je le dis maintenant, que pour la rage, par exemple, la vaccination orale des renards, donc le vecteur de rage, a été un bénéfice très important pour la santé humaine, et c'est beaucoup moins cher de vacciner un renard que de vacciner une personne qui a été mordue par un renard enragé. Et on a réussi à éliminer la rage d'Europe de l'Ouest en vaccinant les renards par voie orale, et ça a été fait dans les 15 dernières années. Mais pour l'éradication, pour la disparition de la surface du monde, il vaut mieux cibler des maladies qui sont strictement humaines. La variole en est une, mais comme c'est montré dans l'encadré,
La variole qui tuait 2 millions de personnes ou qui les laissait défigurer a été éradiquée avec un vaccin qui provient de l'animal, qui est en fait le virus de la vaccine, qui est un cousin, en gros, du virus de la variole. Et ce virus-là a permis, en 1980, que l'OMS décide que la variole avait disparu de la surface du globe. On a toujours ce qu'on appelle des monkeypox, c'est-à-dire des varioles du singe, et qui sont d'ailleurs souvent provenant des rongeurs. On verra que tout à l'heure, les rongeurs jouent un rôle important, et qui existent et qui peuvent éventuellement passer à l'homme. Et la variole percée a disparu. La poliomyélite, en 88, on était très ambitieux et on se disait qu'on allait faire disparaître en 2000 la poliomyélite. Comme vous le savez, elle n'a toujours pas disparu parce que des gens, en plus, ne veulent pas systématiquement se vacciner. C'est un peu compliqué. Il faut d'abord vacciner par voie orale et ensuite il faut finir par injection avec un vaccin inactivé. Mais on n'arrive pas réellement à résoudre le problème de la vaccination complète par voie orale. Il y a des résistances contre les vaccins, et quand on voit le bénéfice qu'on a eu de la vaccination tout au long du siècle, c'est un peu dommage. Et la rougeole est dans le pipeline, comme on dit, pour la prochaine fois. Donc les maladies étaient en train de disparaître, et pourtant, en 1976, Ebola est apparu. Probablement ça existait avant, ça existait de tout temps. C'est la première fois qu'on a mis un nom sur une maladie qui s'appelait Ebola. En 80, tout le monde a entendu parler du HIV, du sida, donc le sida est apparu, et puis maintenant, c'est ce que je disais au départ, on a des antiviraux qui permettent plus ou moins de le contrôler. Donc c'était un virus dont on ne parlait pas avant, donc il y a toujours des virus qui émergent, même si globalement la situation est meilleure. Et donc là, j'ai une carte que j'ai volontairement arrêté en 2003, parce que je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé après. Et vous voyez en gros que tous les ans ou tous les 2 ans, il y a un virus qui apparaît quelque part et qu'on ne connaissait pas avant. Donc l'émergence de nouveaux virus, c'est presque l'émergence de la connaissance. On a des outils de plus en plus sophistiqués qui nous permettent d'aller les chercher, et en même temps, il y a des pathologies qui sont associées, mais ça permet souvent de donner un nom à la pathologie. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Vous avez les virus Hendra, les virus Nipah, qui proviennent des chauves-souris d'ailleurs, différents types de influenza. On va parler de H5N1, qui est apparu aussi à un moment où on ne l'attendait pas fatalement. Et puis les coronavirus, dont on va aussi parler avec le virus du MERS un petit peu plus tard. Donc, tous les 2 ans, ça émerge et ce n'est pas prêt d'arrêter. Le concept de maladie émergente, qu'est-ce que c'est qu'une maladie émergente? Alors, il y a plusieurs manières d'émerger. Soit c'est une infection devenue récemment épidémique dans la population humaine. Le sida, on n'en parlait pas avant 1981. Le SRAS, on n'en parlait pas, je vais vous le dire tout à l'heure. Le MERS, qui est le cousin du SRAS, on n'en parlait pas non plus. C'est quelque chose qui est en train d'émerger. Donc on ne le voyait pas avant. Probablement ça existait, mais on ne voyait pas et ça émerge à nos yeux. Le deuxième point, c'est pour l'hépatite C, par exemple. Quand j'ai commencé à travailler à l'Institut Pasteur, l'hépatite C, ça n'existait pas. On connaissait l'hépatite A, on connaissait l'hépatite B, mais l'hépatite C, quand j'ai commencé, ça s'appelait l'hépatite non A, non B. Elle n'était pas A, elle n'était pas B, elle était C. Et puis, c'est à travers la biologie moléculaire, justement, qu'on a trouvé le virus qui était responsable de l'hépatite C. Et donc, c'était une maladie qui attendait depuis très longtemps, et on avait besoin d'attendre son agent causal. Et le virus est arrivé, et maintenant, on sait qu'il y a l'hépatite C. D'ailleurs, vous savez que les antiviraux contre l'hépatite C sont en train de fonctionner très bien. Et on a des bonnes chances de voir la maladie disparaître ou très largement s'apaiser dans les prochaines années. Et puis vous avez des émergences qui sont des émergences, le troisième point, des émergences géographiques. Le virus apparaît dans des endroits où il n'était pas avant, et on en parlera probablement pour tout à l'heure pour le chic, vous savez, le chikungunya qui est apparu aux Antilles alors qu'il n'existait pas avant. On pourrait en parler aussi pour le virus du Nil occidental, le virus de West Nile, qui a traversé de 2000 à 2010, il a traversé les États-Unis, il a attaqué une population qui était complètement naïve, qui n'avait aucun anticorps, et il est passé à travers en faisant un certain nombre de morts. Et voilà, c'est arrivé sur un nouveau territoire, et on peut expliquer pourquoi les virus vont trouver ou comment ils vont faire pour trouver de nouveaux territoires. C'est une diapositive que j'aime pas tellement, ça. On classe les choses en fonction du nombre de morts. C'est pas très intéressant, mais enfin quand même, on peut regarder. C'est l'ordonnée là que vous voyez est une ordonnée logarithmique. Ça veut dire que 1 c'est 10, 2 c'est 100, 3 c'est 1000, 4 c'est 10 000,
5, c'est 100 000, 6, c'est 1 million, d'accord, en termes de nombre. Et donc, si on classe les maladies comme ça, vous pouvez voir que Ebola, par exemple, était, jusqu'à un passé très récent, on reviendra tout à l'heure, était en fait un virus qui était quasiment peu important. Et d'ailleurs, une partie de la négligence que l'on a eue et l'incapacité de pouvoir efficacement lutter contre provient probablement de ça. Vous avez le SRAS, dont on va reparler, le Nil occidental. Bon, évidemment, le champion du monde, c'est le HIV, mais ça on le sait. L'hépatite C aussi, qui a tué beaucoup de monde. Et puis, il y a des virus, on s'est habitué qu'ils en tuent beaucoup. La rage, par exemple, 70 000 morts par an, un peu dans l'indifférence générale, alors qu'on a les vaccins et qu'on sait lutter contre la rage. La rougeole, on a les vaccins, 500 000 morts par an. Donc vous avez tous entendu parler ce week-end qu'on a franchi la barre des 3000 pour Ebola. C'est pour ça que j'ai mis un saut, comme vous le voyez. Le Ebola 2014, c'est quelque chose qui n'a rien à voir par rapport au Ebola d'avant, et on essaiera de comprendre pourquoi. La plupart de ces émergences, en fait, proviennent de réservoirs animaux. Donc vous avez des rongeurs, vous avez des oiseaux, vous avez des chauves-souris. En général, le virus dans son réservoir est parfaitement en équilibre. Il y vit depuis suffisamment longtemps, ils ont établi des relations diplomatiques. Tu me multiplies, la seule intelligence du virus, c'est la pérennité, c'est pouvoir exister. Tous les virus qui n'ont pas réussi à se multiplier, on ne les voit plus. Donc on n'étudie que ceux qui ont réussi. Tu me multiplies et je t'embête pas trop. Et les virus utilisent leurs protéines, donc c'est ce que je fais dans le laboratoire, pour essayer de lutter contre les anticorps, enfin tout ce que l'hôte peut leur mettre comme pierre sur leur chemin. Et finalement, chez les réservoirs, cette situation est à peu près correcte. On peut avoir un hôte intermédiaire. On verra tout à l'heure que le porc ou la poule, par exemple, peut être un hôte intermédiaire pour la grippe. Et puis ensuite, ça arrive chez l'homme. Chez l'homme, il y a des virus qui ne sont pas pathogènes, donc qui ne provoquent pas de maladie. Et puis, il y en a qui sont pathogènes. En général, quand le virus arrive dans un nouvel hôte, c'est là qu'il devient pathogène. Et vous savez que l'homme est capable tout seul de transporter le virus très très loin, puisqu'on a des manières de se déplacer qui sont plus supérieures en termes d'efficacité par rapport aux autres animaux. On connaît à peu près 5500 espèces, en gros, de mammifères. Et vous voyez, 40% de ces espèces, 42% sont des rongeurs. Ce n'est pas étonnant que beaucoup des pathogènes qui nous arrivent sont des pathogènes de rongeurs. Vous voyez aussi qu'il y a 20% de chiroptères, de chauves-souris. Ce n'est pas étonnant non plus que beaucoup des pathogènes nous proviennent des chauves-souris, parce que cette diversification des chauves-souris, cette diversification des rongeurs a aussi permis que ces animaux-là vivent avec leur virus et donc sélectionnent leur virus particulier. Les primates, ils sont en violet en dessous, je ne vais pas réussir à marquer, voilà. Et donc il y a 6% de primates et nous sommes une espèce de primate, donc une espèce sur les 5500 qu'il y a ici. Il y a aussi des sauricomorphes, j'ai noté les sauricomorphes, on n'en parle pas beaucoup, c'est les musaraignes par exemple, et les musaraignes aussi portent beaucoup de virus, mais pour l'instant elles ne passent pas chez l'homme, donc c'est un point qu'on essaye de comprendre dans le laboratoire. Comment se passe l'émergence? Donc vous savez que les virus sont des modèles d'infidélité. Donc au moment où la polymérase est en train de se repliquer, le virus en fait fait des erreurs, la polymérase fait des erreurs, et donc quand on a un virus, on ne peut pas parler d'individu, on parle d'un nuage, une population de nuages, et dans ce nuage de populations variées, il y a en avance, en gros, la solution qui va réussir à contrecarrer le piège que l'hôte dans lequel le virus va arriver a mis sur la route. Donc c'est ça, on est en train de parler d'une population globale, donc ces virus, ça leur permet de s'adapter très, très, très fortement. Et puis il y a aussi la sensibilité de l'hôte. Nous ne sommes pas égaux face aux maladies. Alors ça paraît tout de suite très eugénisme, ça va faire de l'eugénisme de dire ça, mais nous ne sommes pas égaux face aux maladies. On sait très bien, par exemple, il y a des gens, dans le cadre du sida, qui avaient une délétion dans un corécepteur du sida et qui ne s'infectaient jamais. Donc nous ne sommes pas égaux. Donc ça, c'est le virus qui permet d'évoluer. Évidemment, les facteurs écologiques, changement climatique, déforestation, ça on vous en a parlé beaucoup, donc je vais pas en rajouter. Le tourisme rural, vous vous souvenez la première diapositive que je vous ai montrée, où vous avez un petit enfant qui va embrasser un cochon tout près. Voilà, ça c'est le tourisme viral. Nouveaux animaux de compagnie, les gens qui aiment bien avoir un crocodile dans leur baignoire ou une chauve-souris dans le fond du jardin, c'est des choses qui existent. Donc on se met en contact avec des virus qu'avant, on ne voyait pas.
Les facteurs zootechniques, il faut bien qu'on mange. Et ça, c'est typique pour justement bien favoriser la multiplication des virus. Et puis le fait qu'aujourd'hui je vous parle, et en fait, dimanche, je vais prendre un avion pour aller à Conakry, sur le site de Ebola. Et puis je vais revenir ici. Puis après, je vais donner une conférence à, je sais pas, à Hong Kong. Voilà, donc on voyage de plus en plus. Et on est de plus en plus dans des mégapoles. Donc on est extrêmement en contact les uns avec les autres. Tout ça, ça favorise les émergences. Il y a différentes formes épidémiologiques de l'émergence. Sporadique, bloup, bloup, bloup. On voit des choses sortir et puis c'est tout. Endémique, c'est quand c'est installé de manière constante mais à bas bruit. C'est-à-dire, par exemple, les renards, lorsqu'il y avait la rage, il y avait un certain nombre de renards qui avaient la rage. Et puis ça peut devenir épidémique. Par exemple, on est dans une situation épidémique actuellement sur Ebola en Afrique de l'Ouest. Et pandémique, c'est quand la totalité du globe ou une bonne partie du globe est concernée. Et ça, par exemple, typiquement, c'est la grippe. En 2009, on a eu une pandémie de grippe. On a eu du bol. C'était un virus qui n'était pas trop pathogène. Alors, il y a plusieurs notions qui sont importantes. Je vous ai dit qu'on n'était pas égaux. Et là, vous avez chaque point représente un individu. Et en fait, ce que mesure cette image, enfin ce qu'elle montre, c'est la capacité de l'individu à transférer l'infection à d'autres individus. Donc si j'ai le virus, à combien de personnes je vais le transmettre efficacement. Et vous voyez qu'on est super inégaux. Il y a des gens qu'on appelle des super spreaders, des gens qui sont capables de transférer très fortement, et d'autres qui transfèrent beaucoup moins à une personne ou parfois le virus est un cul-de-sac dans ces personnes-là. On fait une cote mal taillée et on définit pour chaque virus ce qu'on appelle un taux basique de reproduction. Et le taux basique de reproduction, c'est en fait, en moyenne, le nombre d'individus qui vont être infectés par mois si j'ai le virus correspondant. La coqueluche, bon, c'est une bactérie. Mais la rougeole, par exemple, vous voyez que c'est très très efficace. Vous vous souvenez, peut-être, quand on était jeune et qu'on avait la rougeole, on aimait bien mettre les enfants qui n'avaient pas la rougeole avec ceux qui ont la rougeole pour que ça se transmette bien et qu'au moins ils soient immunisés. Et c'est vrai que quand on est immunisé, c'est une immunisation quasiment à vie. Vous avez la variole aussi qui se transmet très bien. Le sida et le SRAS, par exemple, le niveau de reproduction est significatif, mais moins important. Dès que vous avez un niveau de reproduction, un taux de reproduction qui est au-dessus de 1, ça veut dire que vous allez commencer à amplifier la chose. Si vous êtes en dessous de 1, eh bien, la maladie virale va progressivement s'arrêter puisqu'on va faire moins de virus qu'on en avait au départ. Donc dès que c'est au-dessus de 1, c'est là qu'est le danger. Comment ça peut se passer dans une population ? Donc il y a la phase initiale, donc là mes verts, là, c'est des gens qui sont sensibles, ils n'ont jamais vu le loup, ils n'ont jamais vu le virus. Le rouge est infecté, et puis on verra plus tard les bleus qui sont immuns. Donc ils ont acquis une immunité, ils ont vu le virus, ils ont survécu, ils ont des anticorps. Donc au départ, il y a un rouge là qui transmet au vert, et puis on avance dans le temps, on a une phase d'amplification, on va avoir une immunité individuelle. Pour Ebola, vous avez entendu parler qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont résisté en étant plus ou moins aidées. Donc on résiste mieux si on est pris en soin dans nos pays occidentaux que si on est pris en soin dans des hôpitaux qui sont moins performants en Afrique. Il y a aussi des hôpitaux performants en Afrique. Hein. Et donc là, vous avez des gens qui sont immuns et donc qui développent une immunité personnelle. On peut aider cette immunité-là par le vaccin. C'est pour ça que c'est important de se vacciner. Se vacciner, c'est pas seulement se protéger soi, c'est protéger la société autour de soi. Et malheureusement, vous voyez, là, j'ai pas de couleur, j'ai des étoiles sans couleur, c'est les gens qui sont disparus. Dans le cas d'Ebola, on en aurait beaucoup plus que ça, hein, c'est un cas d'école. Et puis après, il y a nos enfants qui arrivent. Et nos enfants, c'est des jeunes qui n'ont jamais vu le virus, et ceux-là, ils arrivent naïfs. Donc c'est une deuxième population, et cette population-là, alors que les adultes sont protégés, cette population-là va être sensible éventuellement à se réinfecter. Et ça revient un petit peu au virus de 99, le virus de la grippe, où les personnes âgées, curieusement, en général, c'est les personnes âgées qui sont plus sensibles à la grippe que ne le sont les jeunes, mais là, les personnes âgées avaient une mémoire de ce qui s'était passé avant, on verra pourquoi, et donc avaient quelque part un souvenir immunologique qui leur était potentiellement resté de cette époque-là. Voilà. Donc ça fait qu'on joue au yo-yo comme ça. On a des épidémies, c'est les parties rouges que vous voyez ici, et puis on a derrière les anticorps, c'est les parties bleues qui montent, et quand vous avez dans la population ce qu'on appelle, c'est un mot terrible,
une immunité de troupeau. En tant que troupeau, on a une bonne immunité, eh bien, ça veut dire que dans ce cas-là, on va protéger globalement la population et on yoyote comme ça au fur et à mesure du temps. Alors, il y a des virus pour lesquels on a des immunités à très très long terme et d'autres pour lesquels c'est fugace. Et ça dépend de la qualité de l'antigène qui déclenche notre réponse anticorps. Voilà, ça c'était l'introduction. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de grippe. Donc je ne sais pas trop quel est le niveau de connaissance, donc je vais faire un truc simple au départ, et je suis désolé si c'est trop simple. En fait, la grippe, comme vous l'avez compris, je pense, ça vous l'avez entendu, c'est un virus qui a à peu près cette forme-là, il y a une membrane autour, et à l'intérieur, il y a 8 segments qui codent les différentes protéines du virus. Il a besoin de différentes protéines, mais il a 2 protéines qu'il met en surface. La protéine bleue, la protéine verte et la protéine mauve. Et donc, la mauve, c'est l'hémagglutinine, H, et la verte, c'est la neuraminidase, N. Donc, on appelle les virus de grippe par la composition HN qu'ils ont en surface. Donc, quand on dit H5N1, c'est qu'il s'agit d'un virus d'oiseau qui a le numéro 5 de H sur la surface et le numéro 1 de la neuraminidase. On verra combien de solutions on a. Donc on a des types, on a des sous-types, on a des variants, et voilà comment on appelle les virus de grippe. Donc ça, c'est de la grippe A. Celui-là a été trouvé à Hong Kong, donc on marque à Hong Kong. Ça, c'est le numéro du laboratoire. Et puis on définit tout de suite sa carte d'identité qui correspond à ce qu'il a en surface. Pourquoi est-ce qu'on est plus intéressé par ce qu'il a en surface plutôt que ce qu'il a dans le bide, si je puis dire? C'est parce que le système immunitaire, c'est un petit peu comme en braille, hein. Ça va reconnaître essentiellement les structures qui sont en surface. Donc les anticorps vont reconnaître ce qui est en surface. Alors, si on regarde la diversité des virus de grippe, en fait, les réservoirs profonds, on va dire, des virus de grippe sont les oiseaux aquatiques. Et vous voyez qu'il y a 16 différentes hémagglutinines que vous pouvez avoir en surface, de H1 à H16, et vous avez 9 neuraminidase de N1 à N9. Donc quand on dit H5N1, c'est une solution par rapport à toutes les solutions qui sont ici. Et vous voyez que ça a été transmis à différents types d'animaux, nous sommes en bas, et en fait tout n'est pas transmissible à tout le monde. Il y a un certain nombre d'animaux qui en sélectionnent quelques-uns. Vous voyez le chien par exemple, il ne prend que, enfin on a trouvé pour l'instant que H3N8. Nous, on a H1N1, H2N2, H3N2, H1N2, je reviendrai là-dessus. Vous voyez que ça passe même aux mammifères marins. Comme vous le voyez, il y a un certain nombre, puisque c'est des oiseaux aquatiques et les mammifères marins. Et puis là, j'ai mis dans le coin les découvertes récentes. Vous savez que tout le monde regarde les chauves-souris maintenant. Et en regardant les chauves-souris, bien entendu, on s'est aperçu qu'il y avait des autres virus de grippe qu'on n'avait jamais trouvés chez l'homme ni nulle part. Et donc, on est monté à H17 puis H18. On s'était arrêté à 16. Et puis, on est monté jusqu'à N11 aussi à partir de N9. Donc, il y a un maximum de diversité. Nous, notre risque, il est plutôt lié au virus aviaire et au virus porcin. On est les plus proches de cela et je vais vous expliquer pourquoi. Donc si on regarde un peu les pandémies, donc là je parle de pandémies, c'est-à-dire des coups de grippe qui ont concerné le monde entier. La première que l'on connaisse, c'est la grippe espagnole, en bleu clair à gauche, qui commence en 1918. Et c'est pour ça qu'on l'appelle H1N1, parce que c'est le premier qu'on a connu. On n'en connaissait pas les 16 autres derrière, hein. Donc c'est H1N1. 1931, là, c'est pour montrer que c'est la première fois que le virus a été isolé. Et puis, vous voyez que ça a duré pendant un certain temps. Et puis, il a été suppléé, ou supplémenté en quelque sorte, par une grippe asiatique, H2N2. Alors, pourquoi est-ce qu'on soudainement, on disparaît et on voit un autre virus qui apparaît? C'est assez simple. C'est parce que le deuxième virus est beaucoup plus efficace que le premier. Donc, il prend simplement la place. Et on voit que H1N1 disparaît et apparaît H2N2. C'est simple aussi, hein. Deuxième nomenclature, c'est pas très compliqué. Ensuite, vous avez une nouvelle grippe qui apparaît à Hong Kong. Donc tout ça se passe beaucoup en Asie, et je ne vais pas faire long, mais vous savez que la grippe espagnole n'a d'espagnol que le nom. Elle ne s'est pas passée en Espagne, elle s'est passée dans les tranchées. Et en fait, elle venait du Canada, elle a été apportée par des soldats dans les tranchées. Les soldats étant malades, on les envoyait se reposer dans un endroit où il n'y avait pas de guerre, et on les envoyait en Espagne. C'est là-bas que ça a explosé, c'est pour ça qu'on l'appelle la grippe espagnole. Mais ça n'a rien à voir avec l'Espagne. En général, les grippes, elles viennent plutôt des endroits où on a beaucoup de densité de volailles les unes à côté des autres, donc plutôt d'Asie, et c'est ce qu'on voit, grippe asiatique et grippe de Hong Kong. Ah, je vous ai dit qu'à chaque fois, elles étaient supplémentées par une,
Et puis là, vous voyez réapparaître en 77 H1N1. Alors ça, c'est intéressant parce que H1N1, pourquoi est-ce qu'il réapparaît? Et en fait, on pense, ce qu'on appelle la grippe russe, on pense que c'est un virus qui était toujours dans les frigidaires et qui a été remis en jeu par erreur, par manipulation. Les chercheurs peuvent faire des choses bizarres, enfin, c'est ce qui est dit. Vous voyez que certains d'entre eux n'ont pas beaucoup de succès. H1N2, il n'a pas bien réussi. Et puis ça, c'est notre virus, le dernier virus pour lequel, je ne sais pas combien d'entre vous, par exemple, je peux vous poser une question, vous levez la main juste. Combien d'entre vous se sont vaccinés pour la grippe pandémique de 2009? Ah, c'est pas mal, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. J'ai eu des assemblées, notamment les jeunes, ne se sont pas vaccinés. Et moi, je me suis vacciné, et j'ai vacciné effectivement mes filles, qui étaient jeunes à l'époque, parce que je veux dire, ça avait tout d'un virus pandémique. On a eu de la chance, je vous ai dit, il était relativement doux, et en fait presque plus doux que la grippe saisonnière qui s'était installée chez nous. Au départ, c'est toujours un pandémique, et puis au fur et à mesure du temps, évidemment, ça devient notre grippe à nous, ça devient notre grippe saisonnière. Et celui-ci, le H1N1, était en fait bien plus doux et moins résistant à un certain nombre d'antiviraux que la grippe saisonnière. Et vous voyez que maintenant, ça a pris la place de celui-ci qui a quasiment disparu. Ça, c'est un schéma qui vous montre quand même que quand les pandémies sont des pandémies, ça ne rigole pas, quoi. Les trois pandémies dont on parle, la grippe espagnole, la grippe asiatique et la grippe de Hong Kong, ça a été de 500 000 à 50 millions de morts. Donc, par exemple, la grippe espagnole, on estime que ça a été 50 millions de morts en 6 mois. Donc c'est important. Et ça, c'est la grippe saisonnière, à droite. La grippe saisonnière, eh bien, c'est de 250 à 500 000 personnes qui meurent chaque année. C'est pour ça que ce n'est pas inutile de se faire vacciner contre la grippe. C'est même plutôt utile. À côté de ça, on a les grippes animales, les grippes zoonotiques, et donc celles que vous connaissez bien, au moins dans les termes, H5N1. Donc H5N1 est dans le réservoir animal, et je ne vais pas y arriver, et H5N1 qui est ici, est revenu en 2003, était apparu en 97, est revenu en 2003, et vous savez qu'on a régulièrement des cas de H5N1. En fait, c'est un virus très très mortel. Vous le voyez en rouge sur la partie gauche. On a connu 667 cas, 393 sont morts. Ça veut dire que c'est un virus qui tue à 60%, à 59%. Vous avez 60% de chances d'y rester. Donc c'est un virus extrêmement pathogène. On l'attrape moins facilement parce qu'il vient de l'oiseau et heureusement il ne s'est pas adapté à l'homme, simplement parce que c'est un virus qui reconnaît des récepteurs qui sont relativement bas dans les voies respiratoires. Donc, si je le tousse, je ne vais pas vous l'envoyer. Donc, je le garde, je meurs avec, mais je suis un cul-de-sac de l'infection. Et le grand danger de H5N1, c'est s'il arrive à reconnaître en fait des récepteurs qui sont plus hauts, comme le font les grippes saisonnières. Et donc, dans ce cas-là, il serait transmissible d'homme à homme. Et là, viendrait vraiment le risque de pandémisation. Et vous voyez qu'il y en a d'autres, H7N9, on n'en parle pas beaucoup, mais par exemple H7N9 est un virus qui est sorti au printemps 2013, en mars 2013, il n'y a pas si longtemps, en Chine, et vous voyez, c'est le bleu en bas, j'y arriverai pas, et donc c'est 452 cas, 159 morts, c'est-à-dire qu'on est quand même à un virus qui fait 35% de mortalité. Et pareil, c'est une grippe d'oiseau qui est mal adaptée à l'homme, et quand elle passe à l'homme, elle est efficace. Alors comment ça se passe, ces passages-là? Alors il y a l'adaptation directe. Donc je vous ai dit, ils ne reconnaissent pas bien les récepteurs, ils vont reconnaître des récepteurs sur des cellules qui sont profondes. Et donc c'est la voie du haut. Vous avez un virus qui passe de l'oiseau aquatique. Lorsqu'il arrive à passer sur la volaille, c'est un bon business pour lui parce que chez la volaille, le virus acquiert un niveau de pathogénicité supérieur. Je ne vais pas vous expliquer moléculairement pourquoi, mais ça atteint un niveau de pathogénicité supérieur et surtout, on est très proche. Enfin, quand on est éleveur, on est très proche de nos volailles en grande quantité. Et donc ça peut passer, c'est la voie du haut, ça passe progressivement à l'homme. Donc passer progressivement à l'homme, ça veut dire que le virus, il change de couleur, hop, et puis il devient rouge, il devient un virus humain. Et donc ça, c'est un virus qui s'est complètement adapté à l'homme. Toutes les pandémies dont on a parlé, c'est ça. Au bout d'un moment, le virus d'oiseau s'est adapté à l'homme. H5N1 n'a pas encore réussi à le faire. Vous avez la voie directe aussi, celle qui est au milieu, en vert. Là, le virus qui vient de la poule, par exemple, rencontre un virus qui a déjà chez nous, puisqu'on est en train de porter notre virus à nous. Et donc, il va y avoir des réassortiments entre les différents segments. On verra tout à l'heure comment ça se passe. Et alors,
Le porc est ce qu'on appelle un melting pot, c'est un pot dans lequel on peut tout à fait faire rentrer les virus humains et les virus aviaires, et c'est ce qui est marqué ici. Les virus aviaires reconnaissent des récepteurs particuliers, alors je vous passe le détail, c'est SA alpha 2, 3. Les humains, c'est plutôt alpha 2, 6, et les porcs ont les deux types de récepteurs. Donc le porc est capable de prendre un virus humain, un virus aviaire, et de les mettre dans la même cellule. Et à partir de ce moment-là, les segments sont là, et on réassortit les segments. Et je vous ai dit que les différents segments codent les protéines. Et là, regardez, j'ai un virus humain qui a des protéines noires en surface. Et j'ai un virus d'oiseau qui a des protéines oranges. Eh bien, après passage chez le porc, vous voyez que je vais faire un virus humain, qui sera humain parce qu'il sera noir à l'intérieur, mais il sera orange en surface. Orange, c'est une hémagglutinine différente. On n'a pas d'anticorps contre cette hémagglutinine-là, et donc elle va nous infecter tout à fait normalement. On ne peut pas lutter contre. Les survivants, après la pandémie, vont avoir une immunité contre ces virus-là. Et donc ça, c'est pas de la rigolade. Ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est réellement passé à gauche dans la grippe asiatique et à droite dans la grippe de Hong Kong. Donc tout le génie pour les gens qui font du vaccin, c'est d'essayer de prévoir en regardant en général l'autre hémisphère. Quand on est au nord, on regarde le sud parce qu'ils sont en hiver, et quand on est au sud, on regarde le nord. Et l'OMS essaye de prévoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est le plus présent, de manière à mettre dans ces doses vaccinales les virus les plus semblables à ceux qui sont prévus comme sortants. Mais ça ne marche pas toujours. Juste pour vous montrer un peu ce que ça peut donner, voilà par exemple H5N1. Alors si on regarde l'arbre généalogique, donc H5N1 il est à droite. C'est celui de l'homme, là, c'est H5N1, vous le voyez, il est à l'homme. Et vous regardez les différentes couleurs. Donc chaque segment a une couleur différente et donc provient d'un animal différent. Et si on regarde la généalogie de H5N1, eh bien on voit qu'il en a pris un peu un oiseau aquatique qu'on appelle le puffin qui a circulé en Australie en 72. Il a pris un autre segment du canard à Hong Kong qu'on a trouvé à Hong Kong à 97. Il a un segment de la caille. Il a un autre segment d'un autre oiseau, d'une oie aquatique. Donc c'est vraiment un melting pot qui arrive et qui... Voilà, merci. Voilà, c'est vraiment un melting pot qui arrive. Vous voyez le segment rouge, il va se retrouver ici. Les segments bleus viennent de cet animal-là. Et donc on se retrouve avec un mélange de segments, et notamment les segments qui produisent les protéines de surface, les H, les hémagglutinines et les N, et on n'a pas les anticorps pour lutter contre. Donc ils vont nous infecter fortement le temps que l'on fasse l'immunité, sauf si on a su prévoir préalablement, et ça c'est les plans de l'OMS, comment ça se passe. Quand on regarde le fameux virus de 2009, lui aussi, si vous regardez un petit peu la distribution de ces différents segments, il y a des segments qui provenaient d'un oiseau qui était passé chez le porc, il y a ces fameux segments qui provenaient, non c'est ici, qui provenaient de la grippe de 1918, qui avaient eu leur histoire d'évolution dans le porc. Ça évolue moins vite dans le porc, les virus, parce que les porcs vivent moins longtemps aussi. Et donc c'est là qu'il y avait un petit peu de mémoire. Il y avait un petit peu de mémoire d'immunité pour les gens qui étaient âgés, parce que certains d'entre eux avaient connu des grippes qui étaient relativement similaires. Voilà un peu le melting pot auquel correspondait ce virus-là. Par chance, ce virus vis-à-vis duquel on n'avait pas de protection vraiment, n'était pas fortement pathogène. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter? Je vous ai parlé des vaccins. Faire des vaccins, c'est faire des anticorps qui vont neutraliser H et N. Et qu'est-ce qu'elles font dans la vie, H et N? Elles ne sont pas venues comme ça par plaisir, juste pour reconnaître des anticorps. Donc H, ça rentre, ça permet de rentrer, ça reconnaît un récepteur. Vous savez, tous les virus ont une clé ou plusieurs clés à leur surface et cherchent des serrures. Alors vous avez des virus qui ont des passe-partout. Ils ouvrent toutes les cellules. Ebola fait ça. Ils ouvrent toutes les cellules. Et vous avez des virus qui sont très très maniaques et qui ne veulent rentrer que dans une cellule très particulière. Je travaille sur la rage, ça ne rentre que dans les neurones et dans rien d'autre. D'ailleurs, on essaye dans le laboratoire de modifier le virus de la rage pour en faire un cheval de Troie qui va rentrer dans le neurone. On va essayer de lui enlever sa pathogénicité et on va l'utiliser comme un cheval de Troie pour aller soigner les neurones. Donc, essayez nous-mêmes de jouer avec les virus pour en faire quelque chose de positif. Et il y a des virus qui ont des aspects positifs plutôt que d'en faire quelque chose de négatif. Ensuite, ça rentre, il y a besoin d'une acidification pour une modification de structure. Et là, il y a un premier antiviral qui existe, qu'on appelle l'amantadine. Ensuite, le virus va dans le noyau, il se multiplie, il se réplique. Et donc là, on peut utiliser la ribavirine, on peut utiliser des siRNA, c'est des petites molécules.
Et puis ensuite, le virus sort, et quand il sort, la neuraminidase va en fait couper l'extrémité du virus, la surface du virus, de manière à lui permettre de sortir. Et puis vous connaissez le truc, pierre, feuille, ciseaux. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de mettre la pierre qui va empêcher donc le ciseau de couper. Donc le virus ne peut plus sortir, il reste autour de la cellule. Et voilà par exemple 3 antiviraux qui, utilisés en parallèle, en même temps, un peu comme dans le traitement, les trithérapies HIV, permettent de taper 3 endroits différents et d'avoir donc un aspect antiviral. Quand je dis que je travaille dans mon laboratoire sur les stratégies antivirales, j'essaye de comprendre comment fonctionnent les virus pour trouver leur talon d'Achille et essayer d'aller les frapper là où ils sont obligés de passer et où on va les chercher. Deuxième exemple, le SRAS. Alors avant de vous parler du MERS, le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, ça commence en Chine en 2002 et 2003. Moi, je suis un lecteur de Libération, c'est comme ça. Et donc, je lisais le Libération et je me souviens d'avoir lu, en novembre 2002, un petit encart de Libération. C'est 4 lignes, 5 lignes. En disant, c'est bizarre, il y a des infections respiratoires en Chine, dans la partie sud de la Chine, vers Guangdong, vers Canton. Et donc, forte mortalité, et tout le monde avait peur de la grippe aviaire. Tout le monde attendait que H5N1 arrive. On l'a attendu à chaque fois qu'il y a une infection respiratoire. Et puis, vous connaissez peut-être l'histoire, la transmission mondiale de ce virus-là. Donc ce virus, on va dire, mijote dans la partie sud de la Chine. Il y a un médecin qui prend un avion qui vient à Hong Kong, qui a soigné des gens ici, et qui va dans l'hôtel M, en fait l'hôtel Métropole, hein, vous pouvez y aller actuellement. Et donc il est dans l'hôtel M, il est au même étage qu'un certain nombre de personnes, qu'il ne contacte pas, enfin c'est pas connu qu'il les contacte physiquement, il n'a pas de contact physique avec elles, et en fait il va infecter, c'est un super spreader, il va infecter toutes ces personnes, et parmi ces personnes, il y en a qui vont aller au Vietnam, il y en a qui vont aller à Singapour, il y en a qui vont aller au Koweït, il y en a qui vont aller au Canada, il y en a qui vont aller en Finlande, et donc un seul événement infectieux, paf, ça a créé le problème, et évidemment, tout le monde cherchait, alerte globale, hein, on l'a vu pour Ebola, sauf qu'on savait que c'était Ebola, là on ne savait pas ce que c'était. Et je me rappelle, on cherchait dans les laboratoires jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, ah, c'est un coronavirus. Tout le monde connaissait les coronavirus. C'est des virus qui sont des virus entériques chez le bovin. Il y en a quelques-uns qui fonctionnent chez l'homme, mais on n'avait jamais vu ces virus être vraiment respiratoires. Et là, c'était un coronavirus respiratoire qui était arrivé chez l'homme. On attendait tout sauf ça, à tel point que dans certains instituts que je ne nommerai pas, on avait un grand spécialiste des coronavirus en France, et on lui avait dit « Attends, tu ne vas pas continuer à travailler sur les coronavirus, puisqu'il n'y a plus de problème de coronavirus chez les bovins. » Et donc il a arrêté de travailler, ça a été très compliqué pour lui. Il a changé, il a travaillé sur la vache folle, sur le prion. Et au moment où on a su que c'était un corona, il a quand même fallu chercher cette personne-là, puisque c'était la seule personne qui pouvait parler de manière un peu savante des coronavirus. Donc, en matière de recherche, toujours penser sur le long terme et engendrer de la connaissance pour que éventuellement un jour ça serve, et ça ne sert jamais là où on pense pouvoir le prédire. Les décès ont été importants, comme vous l'avez vu, on a eu 911 décès, que 8422 cas, parce qu'on était dans un contexte positif. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un contexte positif, et c'est le contexte d'Ebola. Le contexte ici, c'est la proportion des infections qui se produisent avant les symptômes. C'est-à-dire que, en fait, pour le SARS, en fait, les gens sont symptomatiques avant d'être infectieux. Donc ils sont malades avant d'être infectieux. C'est exactement la même situation que Ebola. Donc on connaît quelqu'un de malade, on le reconnaît. En général, on l'envoie à l'hôpital. Et c'est ce qui s'est passé pour le SARS. Une bonne partie des gens ont été en fait infectés par transmission intra-hospitalière, donc des transmissions qu'on appelle nosocomiales à l'hôpital. Mais finalement, les gens n'ont pas transmis fortement en extérieur. Pour la grippe, c'est l'inverse. Comme vous le voyez ici, influenza, pour la grippe, vous toussez votre grippe avant d'être malade. Donc vous la transmettez avant d'être malade, et c'est pour ça que c'est si fort et que ça marche super bien en matière de pandémie. C'est que 900 décès, on va dire, hein, ça fait que 900 décès, mais il y a eu pour 25 milliards d'euros de coûts, parce que des congrès ont dû être arrêtés, comme ça s'était vraiment dispersé au niveau mondial, il y a eu une peur mondiale qui s'est produite.
Les leçons que l'on a tirées du SRAS, c'est que pour la première fois, ça a montré la vulnérabilité de nos systèmes. 900 morts seulement, des hôpitaux paralysés, impact socio-économique considérable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler un petit peu plus spécifiquement de collaboration entre les instituts, à savoir que les instituts et les chercheurs qui sont en compétition, on est en compétition parce qu'on cherche une publication qui va nous permettre d'avoir un job, c'est aussi bête que ça, ont collaboré pour le SARS et on va dire, cette mémoire reste. Et il y a quelque chose qui s'appelle le GORN qui a été créé par l'OMS, qui est une sorte de consortium des gens sachant dans différents domaines et qui a été très utilisé pour Ebola. Je ne parlerai pas de cela. Pour les laboratoires, ça nous a permis d'avoir des nouveaux outils de détection et de faire des plans de préparation. Donc, quand il y a eu la grippe de 2009, on a fait un plan de préparation parce qu'on avait été habitué à le faire pour le SARS. Donc le SARS a vraiment été un élément décisif. On a cherché quel était le réservoir, et dans un premier temps, c'est les pauvres civettes qui ont été accusés. Parce que là, vous voyez, c'est le H, c'est le virus humain, ça, c'est un virus de civette, et en fait, le virus de la civette était très proche du virus humain. Donc on s'est dit, c'est les civettes qui nous transmettent, mais en fait, les civettes étaient victimes, comme les hommes. Et en regardant un peu, on s'est aperçu que c'était la chauve-souris qui était le véritable réservoir en fait du SRAS, c'est que les civettes n'étaient que des victimes des chauves-souris, et les gens ont commencé à regarder chez les chauves-souris. Et comme vous le voyez, en quelques temps, sur une diapositive qui date de très peu de temps après le SRAS, tous les virus bleus qui sont sortis sont des virus qui ont été trouvés chez les chauves-souris. On ne les regardait pas avant, mais le véritable réservoir des virus coronavirus qui provoquent le SRAS sont les chauves-souris, comme les véritables réservoirs de la rage, mais je ne vais pas vous en parler, sont aussi initialement les chauves-souris. Ça passe au carnivore, qui nous les amène sur le chien, et on est très sensible à travers le chien, mais le réservoir, c'est la chauve-souris. On croyait que c'était fini, et puis, comme vous le savez, il y a le MERS-CoV qui est ressorti, donc c'est le 22, c'est pas septembre, j'ai dû me gourer, ça doit être plutôt en mars, peu importe, 2013, il y a un homme de 49 ans du Qatar qui a voyagé en Arabie Saoudite, qui est hospitalisé en Angleterre, qui a un syndrome respiratoire sévère, et c'est un nouveau coronavirus qui est diagnostiqué, comme vous le voyez ici, le virus du SRAS, et lui, quelque part en haut, j'arrive pas à le voir, est ici. J'arrive pas à le voir par rapport à ici. De nouveau, ce virus mijote, continue à mijoter depuis ce moment-là dans le Golfe, et vous voyez que de nouveau, on en a eu par exemple 2 cas en France, donc un cas de quelqu'un qui est revenu nous l'amener, puis ensuite une transmission nosocomiale à l'hôpital. Donc ça marche bien. Et actuellement, comme je vous le disais, il y a quand même 846 cas confirmés, dont 300 décès à peu près, ce qui fait une létalité de 35%. C'est énorme, une létalité de 35%. Dans les pics dont je parlais tout à l'heure, là, on était à pour les pandémies de grippe en 1918, on n'était pas à ce niveau-là de létalité. Tout le monde était touché, mais si on regardait la proportion de morts, il y en avait moins. Donc on est sur des virus très efficaces. Et évidemment, on a cherché un peu l'origine de ce second virus. Toujours pareil, un virus de chauve-souris qui est proche du virus MERS. Et en fait, il y a aussi probablement une implication des dromadaires, puisque des études ont été faites chez les dromadaires. Ça, c'est de la sérologie. Et vous voyez que quand on est haut comme ça veut dire que chaque point représente un dromadaire qui a été testé. Donc là, c'est des dromadaires positifs. Et en fait, par exemple, en Oman, 100% des dromadaires qui ont été testés étaient séropositifs. Ça veut dire qu'ils ont vu quelque part le virus, mais ils l'ont rejeté. Enfin, ils ont survécu avec. Jusque dans les îles Canaries, 14% sont positifs. Et en Égypte, 100% sont positifs. Donc on a de nouveau un virus de chauve-souris qui vient à l'homme. On ne sait pas comment, mais c'est clair que le dromadaire peut jouer un rôle intermédiaire. Un petit peu les émergences, je vois que je tarde trop, mais ça fait rien, je vais prendre mon temps, j'irai plus vite par la suite. Donc les émergences à transmission vectorielle par les arthropodes, qui peuvent être soit des insectes, soit des tiques, 6 pattes ou 8 pattes, c'est ça. La fièvre jaune, vous pouvez avoir des cycles mixtes, c'est-à-dire que vous avez une implication du singe, par exemple, et il peut y avoir des échanges via le moustique entre l'homme et le singe. Et puis après, vous avez le virus qui est devenu un virus strictement humain. C'est le cas de la dengue, c'est le cas du chikungunya, et c'est le cas aussi du virus West Nile. Alors c'est intéressant parce que l'insecte est un partenaire, un vrai partenaire. Vous avez le virus qui va rentrer, il va rentrer dans l'insecte,
Là, c'est le sang qui a été pompé à la personne. Vous voyez que dans le sang, il va devoir passer de manière active cette barrière, qui est la barrière intestinale, et puis il va être relargué dans cette partie-là. Et de nouveau, il va devoir aller dans les glandes salivaires de manière à être réinjecté à la prochaine personne. Donc il n'y a que les femelles qui piquent, et en fait, elles ont besoin de piquer pour prendre du sang, parce que ça leur permet de faire leurs œufs. Et donc ce temps, c'est ce qu'on appelle la période d'incubation extrinsèque, c'est la période d'incubation qui est à l'intérieur du moustique, mais qui est à peu près, qui est très nécessaire pour modifier en fait le virus et lui permettre de nous infecter. Ça fait partie du cycle. Alors vous avez tous entendu parler du chikungunya, donc c'était un virus qu'on connaissait depuis très longtemps. En 1952, on l'avait vu en Tanzanie, en Afrique. Et puis, on s'est aperçu que, vous vous souvenez, à La Réunion, en 2005, il y a eu soudain une bouffée épidémique très très importante. Et au cours de cette bouffée épidémique, on a vu qu'il y avait une mutation sur une protéine de la surface. C'est leur HN de surface à eux, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est une protéine de surface, qui a eu une mutation en position 226, c'est très précis. On a eu un changement d'un aminoacide pour un autre aminoacide, donc une mutation à la surface. Et vous voyez que, au fur et à mesure de l'épidémie, on a vu que la population de virus qui portait cette mutation augmentait. Et ça, c'est important, parce que ça a correspondu au changement d'hôte. C'était transmis par Aedes aegypti, qui est un type de moustique, et c'est devenu transmissible par Aedes albopictus. Et Aedes albopictus, il est beaucoup plus distribué, et il est même distribué chez nous. Et d'ailleurs, là, c'est une diapositive qui est absolument illisible, mais c'est pour vous montrer qu'à partir de ce moment-là, il y a eu des échanges un peu dans tous les coins. Et si vous regardez juste ici, en 2010, par exemple, on a eu un cas qui a été importé à Fréjus, dans le sud de la France. Il y en a eu d'autres qui ont été importés en Italie. Et simplement, ces cas-là se retrouvaient dans des endroits où on avait le vecteur moustique qui était potentiellement efficace pour la transmission. Et puis récemment, donc c'est un petit peu cet événement dont je vous parle, en 2013, il est parti dans les Antilles, donc c'est arrivé d'abord à Saint-Martin, maintenant comme vous le voyez c'est dans toutes les Antilles, ça s'en va jusqu'aux États-Unis, ça c'est une diapositive qui date de la semaine dernière, ça s'en va en Amérique du Sud, donc plus sévère, plus c'est chaud, ça c'est des pays où il y a eu peu de cas, ça il y a eu plus de cas. Vous voyez, donc on commence à Saint-Martin au début, et puis progressivement, c'est plus tard que ça se produit à la Guadeloupe et à la Martinique en matière de temps. Ça, c'est l'année, hein, donc c'est au début de l'année, puis là, c'est un peu plus tard dans l'année. Donc il y a une transmission de ce virus-là qui marche très bien, et actuellement, on a eu 70 000 cas, dont 8 700 qui ont été confirmés et 40 décès. Donc voilà, c'est un virus qui n'existait pas dans une nouvelle région, et alors comment est-il arrivé là-bas ? No news, on ne sait pas, de la même manière qu'on ne sait pas comment le virus West Nile est arrivé aux États-Unis, mais voilà, c'est des choses qui se sont produites. Qu'est-ce qui se passe en France, chez nous ? Eh bien, chez nous, comme vous le voyez ici, on a des cas confirmés d'importation, donc des gens qui ont attrapé chikungunya et qui reprennent l'avion. Voilà. Alors ici, je voulais juste vous dire ça, parce qu'en France, on a noté aussi ici le nombre de départements où on a le vecteur, on a Aedes albopictus qui est là. Les entomologistes le savent. Et vous voyez que toute cette partie-là existe. Donc ça, c'était juste pour vous montrer ça. Ça, c'était les chiffres de l'époque. Et en fait, les chiffres qui datent de la période récente, entre le 1er mai et le 5 septembre, eh bien, sur chikungunya, on a eu 334 cas confirmés de chikungunya chez nous en France, incluant des co-infections avec la dengue, hein, parce qu'il n'y a pas que le chikungunya qui vient, il y a d'autres virus qui sont transmis par les insectes, qui étaient tous importés. Et pour la dengue même, je n'ai pas parlé de la dengue aujourd'hui, il y a eu un cas autochtone. Un cas autochtone, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est arrivé avec la dengue et qui a réussi, un moustique local, a réussi à transmettre le virus de ce quelqu'un à quelqu'un d'autre au même endroit, c'est-à-dire en France. Et ça, c'est le début d'éventuellement un cycle de transmission. Il y a déjà eu des cycles de transmission comme ça qui se sont produits en Italie. Ce qu'ont fait les gens, c'est qu'ils se sont dit, mais est-ce que c'est toujours les mêmes virus ? Est-ce que c'est toujours les mêmes insectes ? Est-ce que c'est toujours les mêmes virus ? Donc là, par exemple, c'est une étude qui a été faite sur des albopictus qui sont du sud de la France, de Fréjus, de par là, et d'autres qui sont de la Réunion. Et sur ces virus-là, on va essayer de faire, sur ces insectes-là, on va essayer de faire pousser des virus, soit de la Réunion, soit du sud de la France. Ils ont tous la fameuse mutation là, qui permet de bien fonctionner sur albopictus, et on regarde si c'est efficace ou pas. Et ce que je vous montre ici, c'est qu'à 20 degrés, qui est la température, on a mis ça parce que c'est la température en gros de septembre, on est en septembre actuellement, c'est la température moyenne dans le sud de la France. Eh bien à 20 degrés,
Sur l'Albopictus du sud de la France, il y a un extrêmement bon taux de transmission qui se produit à 95%, alors qu'à 28 degrés, ça marche moins bien. Donc aux températures que l'on a ici, le moustique que l'on a ici serait tout à fait capable de multiplier le virus qui est arrivé ici, puisque c'est le virus qu'on a récupéré sur une personne. Et ceux de la Réunion sont beaucoup moins stringents, mais en tout cas, ceux qui sont ici sont capables de multiplier le virus à nos températures. Voilà, et je vais finir sur Ebola. Donc Ebola, comme vous en avez probablement entendu parler, ça c'est tout ce qu'il y avait eu avant. Tout ce qu'il y avait eu avant l'épisode actuel. Vous voyez que ça se passait toujours en Centrafrique. Là, en ce moment, on est ici. Pour l'épisode qu'on a, ça se passait toujours en Centrafrique. Il y avait 5 types de virus qui existaient. On va reparler du type Zaïre, mais vous voyez qu'il y en a d'autres types. Et ici, Marbourg, c'est un autre virus hémorragique, un cousin d'Ebola, mais qui n'est pas exactement le même. Donc là, j'en profite pour dire ça, parce que j'ai commencé à faire mes études à Paris, dans l'unité de la rage, que dirigeait le professeur Pierre Sureau, qui est ici, et qui est en fait le premier homme à avoir isolé le premier Ebola dans la première épidémie connue d'Ebola en 1976. Donc voilà. Comment s'est passé pour nous ? Donc moi, je dirige le centre de référence de l'OMS pour les fièvres hémorragiques virales. Ça s'est passé comme ça. En février-mars 2014, il y a eu des maladies avec fièvre, des diarrhées, des nausées, quelques hémorragies et une forte mortalité en Guinée forestière. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est au fin fond de la Guinée. C'est un endroit qui n'est pas Conakry. En plus, si j'ai bien compris, c'est un endroit qui est un petit peu opposant par rapport aux gens de Conakry, donc on ne va peut-être pas trop s'en occuper non plus. Le 10 mars, l'hôpital et les services de santé de Guékédou et de Macenta, donc deux villes, voilà, c'est cette région-là, de Guékédou et de Macenta, alertent le ministre de la Santé. Pourquoi est-ce qu'on l'alerte ? Parce que pour la première fois, le virus est venu dans un hôpital et a tué une personne qui est importante. C'était un peu un directeur de l'hôpital. Donc là, ça commence à mettre le feu aux oreilles. MSF est contacté, envoie une équipe qui arrive le 18 mars et qui alerte. Donc nous, on est centre collaborateur de l'OMS des fièvres hémorragiques virales. En fait, on était 2 à répondre qu'on pouvait faire les choses, Paris et Hambourg, simplement parce que vous êtes en Afrique et qu'il faut que vous ayez des connexions d'avions qui soient efficaces. Paris étant mieux connecté avec la Guinée que ne l'était Hambourg, on a reçu les échantillons qui ont été transférés au CNR à Lyon. Donc le CNR à Lyon, c'est là où il y a un laboratoire de classe 4. J'ai dirigé pendant 5 ans ce laboratoire de classe 4, où on peut travailler sur ce type de virus quand on travaille habillé en cosmonaute. Et donc, le virus Ebola Zaïre est diagnostiqué. En fait, je vous remontre un arbre phylogénétique. Ça, c'est les virus Zaïre. Et vous voyez, le virus, il est un petit peu différent, mais en fait, il ressemble beaucoup plus, il branche au même endroit que le virus Zaïre, et il est différent des autres. Alors, c'était très surprenant de trouver dans cette région de l'Afrique ici, un virus qui, pour le moment, avait été trouvé seulement en Afrique centrale. Ça a participé au désordre au départ, parce que les équipes n'attendaient pas ça. Il y a d'autres bêtes qui sont ici, des virus Lassa, qui sont transmis par des rongeurs. Donc personne n'attendait particulièrement d'avoir un virus Ebola. Alors, ce qu'on sait du cycle de transmission d'Ebola, de nouveau, alors ça n'a pas été montré sur Ebola, ça a été montré chez son cousin Marbourg, donc il est probable que ce soit la même chose sur Ebola, mais c'est un virus qui circule parfaitement chez les chauves-souris qui n'en sont absolument pas malades, et qui peut aller directement chez l'homme. Par exemple, une de mes premières diapositives, c'était de la boucherie de brousse, de viande de brousse. C'est là que vous pouvez éventuellement vous infecter. Ou alors, ces virus-là peuvent passer chez le singe, qui sont au moins aussi victimes que nous du virus Ebola. Et parfois, quand vous avez un singe qui est en mauvaise santé, c'est plus facile éventuellement à le tuer pour prendre de la viande de brousse. Et donc, du coup, vous pouvez vous infecter. Et ça vient chez l'homme. Ce qui est extraordinaire dans le virus Ebola, totalement différent de la rage, par exemple, c'est que tout ce que l'on sait sur l'épidémie qui est en Afrique de l'Ouest actuellement, probablement correspond à un seul événement de franchissement de barrière d'espèces entre soit la chauve-souris et l'homme, soit un singe et l'homme. Et tout le reste, ça a été de la transmission interhumaine. Donc c'est d'une efficacité redoutable au niveau de la transmission interhumaine, même si on est dans les mêmes conditions exactement que je vous disais tout à l'heure pour le SRAS. C'est un virus pour lequel, je vais le montrer tout à l'heure, vous êtes malade avant d'être infectieux.
Donc, si vous êtes malade, on peut vous mettre de côté, mais ce n'est pas toujours si facile de le faire. Ben voilà, c'est juste là d'ailleurs. Voilà, vous avez une zone d'incubation de 2 à 21 jours. Je pense que tout le monde le sait, ça a tellement été dit dans les médias que moins quelque chose qui va rester, c'est ça. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas infectieux. Et puis ensuite, vous avez 2 phases. Une première phase où c'est une phase très très atypique. C'est ce qu'on appelle un syndrome grippal. De la fièvre, de la fatigue, des maux de tête et de la nausée. Et c'est ce qui pose les maux de tête à MSF. Parce que MSF, il voit des gens arriver. Ces gens peuvent arriver avec une grippe, avec quelque chose d'autre. Et donc, il faut aller très très vite à trier les malades entre ceux qui sont Ebola, il va falloir en prendre soin, mais il va falloir les séparer des autres pour ne pas infecter les autres, et puis ceux qu'on peut renvoyer parce que c'est quelque chose de beaucoup plus classique. Et puis après cette phase qui peut durer de 1 à 3 jours, vous avez une phase de 4 à 7 jours avec des vomissements, de la diarrhée, de la toux, parfois des hémorragies, on les appelle virus de fièvre hémorragique, mais il n'y a pas toujours des hémorragies, mais il y en a parfois. Dans cette infection particulière, il y en a. Dans cet épisode particulier, il y en a. Et ça se termine souvent par la mort. Un point dont on a beaucoup parlé aussi, c'est où est le virus et comment il peut être transmis. Donc là, vous voyez, c'est en anglais, je suis désolé. C'est dans le sang, dans la salive, dans l'urine, dans les larmes, dans le sperme, à travers la sueur de la peau, dans le vagin ou dans les fesses. Et vous voyez que, globalement, pour un survivant, quelqu'un qui a réussi à aller au-delà de la maladie, et il y en a beaucoup, eh bien, au bout de 22 jours, il y a quasiment plus de virus. On est dans la phase qu'on appelle la phase de convalescence. Et il y en a un petit peu qui persistent plus longtemps dans le sperme. Donc déjà que quelqu'un qui a Ebola est complètement ostracisé en Afrique, alors quand on a su qu'en plus, ça pouvait rester un certain temps dans le sperme, c'est assez compliqué. Et pourtant, quelqu'un qui a réussi à survivre, c'est quelqu'un qui est safe, quoi, parce qu'il a ou elle a des anticorps, et donc cette personne-là est beaucoup plus sûre qu'une personne à côté. Mais voilà. Donc ça, c'est comment les anticorps montent, les IgM et les IgG. Ça, j'ai répertorié là tous les cas humains que l'on connaissait depuis 1976 avec les différentes épidémies. Vous voyez qu'elles sont au Congo, au Gabon, en République démocratique du Congo, etc., dans l'Ouganda, au Soudan. Donc vraiment au centre de l'Afrique. Et c'est la première fois qu'on est dans cette partie occidentale de l'Afrique. Et si vous faites le total de tous ces cas humains en rapportant la mortalité, vous voyez que la mortalité est très importante. Le taux de mortalité est plus de 50%, donc c'est extrêmement important. C'est un taux de mortalité rapporté à l'Afrique, probablement moins important lorsque les gens sont pris en charge dans des CHU de haute volée. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs pour les médecins qui reviennent ici, qui sont infectés, encore qu'on ne sache pas exactement quel niveau d'infection ils avaient. Et vous voyez que ça donne un chiffre, si on fait le total de ça, on arrive quelque chose à peu près 1500. Et ça, c'est les chiffres que l'on a. Donc je vous ai rapporté les chiffres que l'on a au 26 septembre, donc il y a peu de temps. La Guinée, qui était le centre, alors le début c'était ça, le début de l'épidémie c'était ici. C'est parti en Guinée, à Conakry dans un premier temps, parce que Conakry c'est le port où les gens vont avant de partir ailleurs. Donc c'est les avions qui transportent, ou les bateaux, ou les voitures. La situation en Sierra Leone et au Libéria est encore plus critique. Et puis, comme vous le savez, il y a eu aussi des cas secondaires qui sont arrivés au Nigeria. Donc le virus est arrivé au Nigeria en avion. C'était quelqu'un d'assez haut placé, un politicien qui est arrivé avec le virus. Et d'ailleurs, il est passé de Lagos à Port-Gentil par aussi un voyage qui n'aurait pas dû avoir lieu. Mais les politiciens, parfois, ne sont pas toujours les premiers à respecter ce qu'ils demandent aux autres. Donc il est arrivé au Nigeria en avion et il est arrivé au Sénégal en voiture. Voilà, donc les virus voyagent. Au Sénégal, ça s'est mieux passé. Il y a eu un cas, mais la personne, pour l'instant, est récupérée. C'est ce que je marque ici. Et si on regarde le reste, ça, c'est les cas. Ça, c'est les décès. Très intéressant, je ne vais pas commenter. Grande différence dans la létalité. Le niveau de létalité selon les pays. Ce qui est curieux, c'est qu'en Sierra Leone et au Libéria, ce sont des pays qui sont vraiment très, très, très désorganisés d'un point de vue santé publique. La Guinée est un peu mieux. Eh bien, c'est là qu'on a des mortalités moindres. Je ne comprends pas bien, mais enfin, on peut discuter de ça. Vous voyez aussi qu'on est dans une situation quasiment exponentielle actuellement. Donc, on est vraiment dans une situation très dramatique, même si il n'y a aucune chance que ça vienne ici. Enfin, je veux dire, on ne va pas avoir une épidémie qui va se déclencher ici. On va voir éventuellement des gens
qui vont venir ici, qui vont être soignés, mais les chances que l'on ait une épidémie ici sont vraiment très limitées. Les situations à haut risque, c'est le personnel médical. Vous voyez que cette personne prend soin d'un malade sans être habillée comme les gens de MSF demandent que l'on s'habille. Ce n'est pas fatalement qu'elle est négligente, c'est soit elle ne sait pas, première chose, soit elle n'a pas les moyens de le faire, donc elle n'a pas les équipements pour le faire. Il y a aussi les funérailles qui sont, c'est terrible ce mot, mais il faut faire des funérailles sécurisées, il faut éviter de faire tout ce que les gens font là-bas de manière coutumière, et on ne peut pas aller contre la coutume des gens. On a les nôtres, ils riraient aussi des nôtres, et on ne peut pas rire des leurs, mais on est très proche du mort, on peut l'embrasser, on peut être au contact, et c'est vraiment des choses qu'il faut éviter. Donc il y a besoin d'expliquer tout ça, il y a besoin au moins autant de matériel que d'anthropologie et de gens qui sont des décideurs locaux qui permettent justement de faire passer les messages. Ça, c'est par exemple l'IP Dakar, l'Institut Pasteur de Dakar, qui est arrivé à Conakry dès le 23 mars, donc dès qu'on a su, et qui maintient une noria pour le diagnostic. Alors ça se passe comment ? Médecins sans frontières, sur l'hôpital de Donka, n'est pas rentré dans les locaux de l'hôpital, mais a monté des tentes en extérieur, et c'est ce qu'on appelle les centres de tri. C'est là qu'arrivent les gens qui sont potentiellement malades. Un certain nombre vont aller là, un certain nombre vont aller ici, et on a besoin d'avoir rapidement le résultat, ont-ils Ebola ou pas. Donc le diagnostic est important. Donc les prélèvements sont faits de manière sécurisée. Ça, c'est quelqu'un qui sort de la zone infectée. Donc vous savez qu'il fait très chaud, donc les personnels doivent tourner très très vite parce que sinon vous êtes fatigué et vous faites des erreurs. La désinfection des tubes de prélèvement, on les met dans de la glace et dans du triple emballage. Et donc cette personne-là fait les quelques mètres pour aller vers le laboratoire. Laboratoire qui est dans des conditions africaines, mais enfin très bien fait. Vous voyez que les gens prennent des précautions dans le laboratoire pour faire l'extraction du matériel que l'on va étudier. À partir du moment où le matériel est extrait, donc il est inactivé, on peut faire des études qui permettent en 6 heures de dire si la personne X a ou non Ebola. Et donc faire un tri important. Donc il faut vraiment tirer le chapeau à l'Institut Pasteur de Dakar qui maintient sur site depuis le début de l'épidémie. Il y a eu d'autres équipes évidemment qui sont allées, mais c'est les premiers à avoir été sur place et à avoir maintenu la chose. J'en parle parce que vous en avez entendu parler. Ça a fait suffisamment de bruit, les antiviraux et les vaccins. C'est curieux, hein, vous savez, on en a plein. Hein. On a le ZMapp, vous avez entendu parler du ZMapp, c'est un cocktail d'anticorps, en fait, qui sont des anticorps qui ont été produits chez la souris, qui ont été humanisés, on les a transformés de manière humaine et on les a mis dans la plante. On les fait produire dans la plante. C'est de la très haute technologie, c'est un super truc. Et il y en a d'autres. Le Favipiravir, c'est en fait une molécule qui n'a pas été développée pour Ebola. Elle a été développée pour la grippe, mais on s'est aperçu qu'éventuellement, elle pouvait avoir de l'effet pour Ebola. Là, c'est d'autres molécules, et il y a les 2 vaccins pour lesquels on est en train de faire des essais cliniques. Ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. C'est des super molécules qui étaient arrivées jusqu'à un certain point. Si vous connaissez un peu comment ça fonctionne pour mettre un antiviral ou un vaccin sur le marché, vous avez une super idée, ça fonctionne bien. Une fois que ça a bien fonctionné sur les cellules, on appelle ça in vitro, ou que ça fonctionne bien chez le macaque, chez le singe, et dans ce cas-là, on fait des essais précliniques. Ensuite, il faut passer en essai clinique. Phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, toxicité. Est-ce que ma molécule est toxique ? Par exemple, le Mediator était toxique. Est-ce que, pour d'autres raisons, mais je plaisante un peu, mais c'est un peu ça. Est-ce que c'est toxique ? Ensuite, deuxième, est-ce que c'est un petit peu utile ? On regarde un peu le début de l'efficacité, puis ensuite on prend une population plus grande pour vraiment mesurer un effet. Et donc il faut montrer, quand on veut une autorisation de mise sur le marché, que le médicament que l'on a est un médicament qui est efficace. Eh bien, aucune boîte n'avait pris ces molécules pour les développer au-delà pour Ebola. Parce que Ebola, c'est quand même une maladie négligée. Alors j'ai lu dans un papier récemment que les gens disaient que ce n'était pas si négligé que ça, parce qu'il y avait eu des sous qui avaient été donnés pour faire de la recherche. C'est vrai. Mais on fait de la recherche pour tomber sur des molécules qui vont aller jusqu'aux gens qui en ont besoin. Et donc pour toute cette culbute qu'il faut faire après, en général, phase 1, phase 2, phase 3, ça coûte presque 1 milliard pour une molécule normale, et ça prend 5 à 10 ans. Personne n'avait imaginé de faire ça.
Maintenant, on est dans des protocoles qu'on appelle des protocoles compassionnels. Donc on est face à des gens qui sont en grande difficulté. Donc avant d'avoir fait tous ces tests, eh bien, on va leur donner un certain nombre de molécules. D'ailleurs, la dame de Médecins sans frontières qui est soignée avec une de ces molécules-là. Je ne sais pas laquelle, ça ne m'a pas été dit. Et donc, elle joue un peu le rôle de cobaye, sachant qu'il a quand même été montré que ces molécules avaient un rôle positif chez le singe en particulier. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est très bien de dire qu'on va faire tout ça, mais ce qui a manqué avant, une fois que la bouffée médiatique va être passée et qu'on va avoir résolu ce problème d'Ebola, est-ce qu'on sera toujours là pour continuer à les pousser, ces molécules-là, ou on va être resurpris la prochaine fois? Donc c'est ça qu'il faut faire. Et je peux tout à fait comprendre une compagnie, par exemple, qui fonctionne sur un système capitaliste, et il n'y a pas à critiquer là-dessus. Mais ici, le marché est compliqué. Soit vous essayez de vacciner, par exemple, le personnel soignant, donc là, on peut éventuellement penser à un scénario, mais sinon, les gens n'ont pas le sou. C'est des gens qui n'ont pas le sou. Économiquement, c'est pas rentable. On n'aurait jamais développé les vaccins anti-HIV si ça n'avait pas touché une population homosexuelle riche dans nos pays. Et ensuite, on pouvait parler de générique, parce qu'on avait déjà fait des trucs avant. Mais là, qui est-ce qui va faire ça? Il faut réinventer ça. Il faut, je n'ai pas d'idée, des fondations, Bill Gates, la Banque mondiale, qui on veut, mais il va falloir inventer des systèmes pour pouvoir payer ces choses-là. Alors maintenant, si des compagnies sont intéressées, pourquoi pas. Donc les besoins et les leçons de cette histoire d'Ebola, c'est que c'est une épidémie d'une ampleur sans précédent, surtout parce qu'elle a atteint les villes avant, et vous vous êtes probablement rendu compte qu'au même moment où on a cette grave crise en Afrique de l'Ouest, il y a eu une petite bouffée classique qui a eu lieu en République démocratique du Congo dans le dernier mois. Et puis elle s'est résolue, comme elles se résolvent en général, parce que c'est dans une forêt, que le plus important, c'est d'aller chercher les cas contacts. Donc les gens qui ont été en contact avec la personne malade pour éviter que ça se propage, c'est beaucoup plus facile de le faire dans un petit village où tout le monde sait tout de tout le monde que de le faire au milieu d'une ville. Là, pour la première fois, c'est allé dans les capitales. On a des besoins urgentissimes, et puis bon, et ça met en déroute complètement l'économie locale, et certains pays étaient en train de remonter, et là, c'est pas très bon. Besoin en personnel médical compétent, il faut les former, ça c'est un point qui est important, en matériel d'hospitalisation, de protection, enfin les choses dont vous avez besoin pour vous habiller. En matière les épidémiologistes aussi, les gens qui vont tracer les contacts, parce que c'est pas tout d'avoir un malade, mais il faut savoir avec qui il a été en contact avant, si on veut vraiment surveiller les gens et arrêter l'épidémie. Et là, j'ai marqué des champions locaux, c'est-à-dire des gens qui soient locaux, qui s'investissent pour aller expliquer aux gens localement que ce qui est fait, c'est pas pour aller contre les coutumes, etc., mais c'est pour essayer de résoudre un problème. Et ça va être beaucoup plus efficace que les antiviraux et les vaccins qui, à mon avis, arriveront probablement plus tard. Mais il y a besoin de développer des recherches pour ces thérapies et de développer aussi des tests diagnostiques qui soient plus rapides ou plus simples. Là, je vous ai montré un diagnostic qu'on fait dans les hôpitaux. Si vous êtes en brousse, et vous ne pouvez pas avoir des hôpitaux partout, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il y a des tests sur lesquels on est en train de travailler. Et puis, ça nous pose à nous des challenges sur ce que l'on pense, de ce que l'on doit faire dans le développement au Sud. Coopération internationale, donc nous on a collaboré avec l'INSERM, avec la Fondation Mérieux au niveau national, on collabore avec la communauté européenne, le CDC, le GORN, donc tout ça fonctionne bien pour le moment et c'est bien si on prend cette voie-là. Mais qu'est-ce qu'il va en être une fois la bouffée médiatique passée en matière de formation, de support, d'investissement? Est-ce qu'on va mettre des structures pérennes? Est-ce qu'on va former des gens qui vont être capables ensuite de former les personnes, d'éduquer les personnes qui seront en charge des maladies? Juste pour vous dire que la pérennité, parce que c'est un peu de publicité, c'est un des points forts de l'Institut Pasteur, puisqu'il y a 32 instituts dans 25 pays sur tous les continents, et en particulier dans les continents où il y a des maladies infectieuses. Donc là, par exemple, on est en train de parler du problème Ebola qui est ici. L'Institut Pasteur de Dakar, je vous ai dit, c'est lui qui a fait le diagnostic, qui maintient toujours le diagnostic à Conakry. Il y a celui d'Abidjan qui est derrière, et puis il y a les 32 instituts qui sont ici, et qui sont en général des instituts qui sont, globalement, des instituts qui sont bien équipés. Et si je vais en Guinée, justement, la semaine prochaine, lundi prochain, c'est parce qu'on est en train de discuter localement pour mettre, peut-être pas un institut, parce qu'on parle du scratch, mais pour essayer de mettre un centre Pasteur pour aider
justement les gens sur le long terme. Il y a ces instituts, par exemple l'Institut d'Ho Chi Minh City, qui est ici, est un institut qui est presque aussi vieux que l'Institut Pasteur de Paris. Il a été créé en 1893 ou quelque chose comme ça. Donc, une volonté de s'inscrire en pérennité sur les maladies infectieuses, y compris dans les moments qui ne sont pas médiatiques, et voilà, et qui sont régionaux. Bon, voilà. Et une dernière diapositive d'un prix Nobel de l'Institut Pasteur, en 1928, parce qu'il avait trouvé à l'Institut Pasteur de Tunis, il était directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, on ne parle pas de Paris, il avait trouvé que le pouls était important pour le typhus. Charles Nicolle, qui écrit dans un super bouquin que je vous invite à aller voir, je ne sais pas s'il est encore disponible, Naissance, vie et mort des maladies infectieuses. La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous menace, solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables. Nous sommes de ce point de vue, quels que soient nos sentiments vis-à-vis d'eux, solidaires des animaux, surtout des bêtes domestiques, dit-il. Les animaux portent souvent les germes de nos infections. Et je vous remercie de votre attention. Ça, c'est les diapositives. Les gens de qui j'ai volé un certain nombre de diapositives, mais avec leur assentiment. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, le temps des questions. Alors je vous laisse... Ah, voilà, ça y est. Je vous remercie. Bonjour, je voulais vous demander pourquoi les chauves-souris sont-elles le réservoir d'un nombre aussi grand de virus ? Il y a beaucoup de théories là-dessus. Une des théories, c'est que quand on regarde génétiquement, ils font partie des mammifères les plus anciens. J'ai même lu, alors je ne sais pas quoi en penser, mais qu'au moment, par exemple, de la disparition d'un certain nombre d'espèces, de la disparition des dinosaures, les chauves-souris et les rongeurs, parce que vivant dans des conditions particulières, ont résisté plus longtemps. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, elles viennent de très loin, et donc elles ont probablement coexister avec leur virus. Je vous ai dit que globalement, lorsqu'il y a un long terme d'adaptation entre un virus et son hôte, et donc que le virus ne tue pas l'hôte, ce qui serait un mauvais business pour le virus parce qu'il disparaît, eh bien on arrive à une situation diplomatique où on a une espèce de stand-by comme ça. Et donc il y a beaucoup de ces virus qui sont chez les chauves-souris, la rage, les corona, les philo, les zénipa, on en découvre de plus en plus parce qu'on est en train de regarder. Sans pathologie particulière pour l'animal. La rage, éventuellement, il y a une certaine pathogénicité pour les chauves-souris, mais pour les autres, on n'en a pas trouvé pour l'instant. Donc c'est probablement parce qu'elles coexistent depuis très très longtemps avec leur virus. Vous savez que nos propres génomes sont bourrés de rétrovirus, par exemple. On a notre génome et plein de virus qui sont rentrés pour nous visiter, et pour un certain nombre d'entre eux à des fins positives. Vous savez par exemple que dans une certaine... Bon, c'est pas mon travail, c'est le travail de quelqu'un de très brillant en France. Une certaine partie des mammifères, la placentation, le placenta, il y a besoin d'avoir un syncytium, donc une fusion entre les différentes cellules qui sont dans les tissus qui séparent la mère et l'enfant. Donc il y a besoin de faire ça, c'est absolument nécessaire. Et on s'est aperçu que la molécule, la protéine en fait qui provoque la fusion est une glycoprotéine, comme souvent dans les cas de fusion, mais cette glycoprotéine est d'origine rétrovirale. Donc c'est un rétrovirus qui, quelque part, a laissé sa glycoprotéine, et cette glycoprotéine a été utilisée for good par nous, enfin au moins notre partie des mammifères, et si on n'avait pas de placentation, ça fonctionnerait relativement mal. Donc voilà, c'est ce que je peux vous répondre. Donc c'est probablement parce qu'elles vivent depuis très longtemps et qu'elles coexistent avec ces virus-là depuis longtemps. Excusez-moi, une seconde question. Pourquoi y a-t-il des épidémies saisonnières ? Pour la grippe ? Par exemple. Alors on a des épidémies saisonnières ici, et quand on va se balader dans des endroits où la température est plus stable, par exemple au Brésil, c'est pas du tout les mêmes saisons. Et donc ici, on a particulièrement des épidémies saisonnières qui correspondent à l'hiver pour nous, probablement des moments où on est plus sensible et dont le virus circule plus,
où on se retrouve plus concentrés ensemble, puisqu'il y a quand même une transmission d'homme à homme, dans des endroits confinés qui correspondent plutôt aux endroits hivernaux. Mais c'est pas toujours saisonnier, dépendant des pays. Il y a des moments où c'est quasi complet sur l'année. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous parler de la partie stable et la partie plus mutable d'un virus? Qu'est-ce qui fait qu'un virus reste dans sa famille et ne migre pas vers quelque chose qui serait une nouvelle famille, par exemple? Et quelles sont les approches, les stratégies pour attaquer l'une ou l'autre partie du virus? Est-ce que la partie mutable est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, etc.? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça? Donc, déjà, il faut oublier en matière de virologie le côté qu'on a nous. Je suis moi, vous êtes vous, et j'ai une notion de l'ego qui est très différente de la vôtre. Quand on parle de virologie, je vous l'ai dit, c'est un nuage. Hein. Donc, imaginez que vous ayez une photocopieuse qui fasse des erreurs tout le temps. Donc, ça veut dire que on part avec un virus qui a une certaine forme, il va se multiplier et il va faire 1 milliard de copies, mais toutes les copies sont erronées. Toutes ont une petite... Bon, il y en a peut-être une ou deux qui sont similaires. Et donc ça donne un panel de possibilités qui lui est important. Alors ça peut être des petites mutations, ce qu'on appelle des mutations ponctuelles. Donc, vous savez, tous les gènes, vous avez des acides nucléiques, il peut y avoir une erreur, et donc c'est pas l'acide nucléique initial, c'en est un autre qui est à la place. On peut avoir des délétions complètes, donc des parties du génome qui s'en vont. Et quand on a ces virus qui sont des virus segmentés, je parle de la grippe, on a une autre manière de pouvoir générer de la diversité qui est de réassortir. Vous réassortissez, vous avez 8 virus ici, 8 segments là, j'ai que 5 doigts. Vous avez 8 segments là, et hop, dans le cochon, comme je l'ai dit, tout est bon dans le cochon. Dans le cochon, ça réassortit, et on va donc faire un jeu un peu différent. Donc ça, les virus l'essayent tout le temps. Et il faut voir qu'ils n'attendent pas fatalement d'avoir des barrières qui leur arrivent dessus. De toute façon, ils génèrent cette diversité. Et nous avons monté, pour nous protéger, et ça fait qu'on existe, un certain nombre d'outils aussi qui nous permettent de lutter contre le non-soi. Ça s'appelle le système immunitaire. Tout ce qui n'est pas moi, je le regarde comme de l'extérieur, et je vais essayer de lutter contre. Et donc il y a tout le système immunitaire que vous connaissez bien, les anticorps, etc., où là c'est très spécifique, c'est très éduqué, et on va avoir un anticorps qui va se mettre très spécifiquement et qui va garder la mémoire de ce qu'il a reconnu. Et puis on a un premier système immunitaire qu'on appelle le système immunitaire inné, qui est plus rustre, et qui va juste dire ouais, ça je connais pas trop bien, et qui va donc jouer contre, et qui va plutôt essayer de contrecarrer les virus. C'est les systèmes de l'interféron, c'est des systèmes qui ne nécessitent pas beaucoup d'éducation, qui sont utilisables tout de suite. Et donc les virus ont développé sur leur mini... Là on parle de mini-génomes. Hein. C'est des génomes, le virus de la rage, le virus d'Ebola, ça code moins de 10 protéines. Ça code 10 protéines, pas plus. On en a 40 000, ça code 10 protéines. Et donc, là-dessus, il va falloir tout faire. Eh bien, une partie de cette protéine qui leur sert, par exemple, à se multiplier, qui leur sert à sortir de la cellule, comme tout à l'heure quand je parlais des ciseaux qui allaient couper, qui leur servent à rentrer pour reconnaître le récepteur. En même temps, ils essaient de trouver une autre fonction. C'est-à-dire qu'ils ont regardé la complexité qui est nécessaire à notre système immunitaire pour mettre en place la réponse, et ils vont contrecarrer ça. Ils vont faire une protéine qui va bloquer. Et les virus sont très forts pour éteindre le système immunitaire inné. Et le système immunitaire inné, c'est les gardiens atypiques, c'est le gardien qu'on voit à l'entrée quand vous allez dans un commissariat de police parce que vous avez fait des choses répréhensibles. Vous allez avoir un gardien à l'entrée qui va vous dire « Ok, vous rentrez pas là ». Et puis à l'intérieur, vous allez avoir un enquêteur qui va regarder plus spécifiquement et qui va essayer de voir très spécifiquement ce que vous faites. Et ça, c'est l'éducation, alors que le système inné, c'est un truc un petit peu rustre. Et les virus n'arrêtent pas de jouer avec ça. Ils vont développer des molécules pour pouvoir contrecarrer ce système-là. Mais gardez bien en tête que les virus dont on parle sont des success stories. Tous les virus qui ont merdé, on ne les voit pas.
Et donc, il faut toujours essayer de comprendre pourquoi ça a marché. Je vous ai dit, donc, premier cas. Là, Ebola, a priori, les chauves-souris, elles ne sont pas malades. Donc, ça veut dire que, globalement, le virus, il a dû monter un certain nombre de contre-mesures contre le système des chauves-souris. Et globalement, il ne leur fait pas trop mal. Donc, ça survit, et voilà. Ça passe chez l'homme, ça se passe mal. Une partie des travaux qu'on essaye de faire dans le laboratoire, c'est de comparer, par exemple, de l'immunologie de la chauve-souris ou du rongeur à l'immunologie humaine et comprendre pourquoi un virus est accepté ici, tranquille, et met tout en désordre lorsqu'il va de l'autre côté, pour essayer de comprendre d'où vient le désordre. Donc ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est le virus de la rage. Extraordinaire, le virus de la rage. Le chien est un vecteur de rage. Or, le chien meurt de rage. Donc toute la difficulté consiste à transmettre avant de mourir. Si j'ai la rage, sauf si on a des jeux particuliers, je ne vais pas vous courir derrière pour vous mordre. Donc en gros, je vais mourir avec le virus, et puis c'est terminé. Ce sera un cul-de-sac, et c'est un mauvais business, comme je disais. Là, il faut que... Donc ça marche très bien chez les carnivores. Modification comportementale, c'est un virus qui attaque les neurones. Donc le chien modifie son comportement, devient plus agressif. Ce n'est pas vrai que chez le chien, c'est vrai chez les carnivores. Et le virus, dans les phases finales, arrive dans les glandes salivaires. Et donc il va inviter le chien à mordre. Et en mordant, il va transmettre le virus. Et donc comme ça, c'est la pérennité de la maladie. N'oubliez pas qu'on ne parlerait pas du virus de la rage si ça ne passait pas bien. Donc voilà, un réservoir qui meurt. Et son job, c'est de transmettre avant de mourir. Ensuite, vous avez le virus de la fièvre de la vallée du Rift. C'est un virus qui est transmis par un insecte. En fait, le réservoir, c'est un bovin ou un ovin, et c'est un virus qui fait des malformations congénitales, etc. C'est painful pour le bovin, et ça transmet à l'homme, et c'est aussi très dangereux chez l'homme. Et puis, il y en a un autre, le virus de Crimée-Congo, isolé pour la première fois en Crimée, pour la deuxième fois au Congo, mais enfin dans cette région-là du monde. Là, il est transmis par une tique, donc 8 pattes, pas 6 pattes, hein, c'est un arthropode, mais ce n'est pas un insecte, c'est un arachnidé. Et donc là, le bovin, c'est un réservoir parfaitement cool. Il génère du virus en très très grande quantité, c'est un bon réservoir, la tique s'en vient, elle pompe, et ensuite elle vient ou alors vous l'attrapez en faisant de la boucherie, pareil, mais la tique vient vous le coller, et là, le virus est pathogène. Donc toutes les solutions en fait existent, et c'est la diversité, on va dire la plasticité des virus qui ne sont pas égotiques, mais très adaptables, qui leur permet d'avoir déjà dans leur génération, qui pourrait être vue comme trop de déchets, quoi. Il y a un peu de la perte là-dedans, mais il y a toujours une solution présente pour ce qui pourrait arriver. Sensible que d'autres, je pense aux diabétiques ou aux hémophiles. Ah. Alors pour Ebola, je ne sais pas. Pour un petit virus, on en parlait avant le début de l'émission, un petit virus qui circule chez nous, un hantavirus, qui est un virus assez bénin, qui est transmis par les rongeurs, des petits campagnols, et c'est en général, vous vous faites infecter quand vous allez nettoyer votre grange au début du printemps, parce que vous envoyez de la poussière et vous aérosolisez les déjections du rongeur, et vous infectez par cette voie-là. Et donc ça provoque une fièvre hémorragique à syndrome rénal. Il y a très peu d'hémorragie, mais bon, on met dans le terme virus à fièvre hémorragique, c'est un sac, on met tout dedans. Et ça provoque un syndrome rénal très bénin, et la plupart des gens s'en récupèrent, mais les gens qui ont des problèmes rénaux peuvent être à difficulté. Donc oui, ça existe sur certains terrains facilitant, on va avoir des virus qui vont rendre le problème plus grave, voire aller jusqu'à la mort parfois. Je ne peux pas vous dire concernant Ebola, on a très peu de connaissances d'Ebola, hein. C'est malheureux à dire, mais c'est comme, je me souviens d'avoir fait une formation pour la radioactivité, et un prof qui nous disait, heureusement qu'on a eu Tchernobyl, parce qu'on comprend un peu la radioactivité maintenant, enfin les effets sur l'homme de la radioactivité. Ebola, le seul point positif que l'on peut voir de ça, c'est qu'on va pouvoir avoir des analyses plus statistiques des choses. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tout à l'heure, dans le tableau, vous avez peut-être vu, quand je citais tous les virus, tous les cas d'épidémie d'Ebola, il y en a une où il y avait une mortalité de 100%.
il y avait un cas. Donc c'est sûr. Un cas, ça fait 100%, mais bon, ça, on n'a pas compris grand-chose une fois qu'on sait ça. Donc je ne peux pas vous dire plus là-dessus. Bonsoir. Quand vous avez parlé des réassortiments, quels sont les signaux qui permettent au virus de ne pas reprendre 2 fois le même segment chez le porc, par exemple? C'est mal connu, c'est très étudié. Et il y a des signaux qui existent, qui sont étudiés essentiellement par un monsieur très fort en influenza qui s'appelle Kawaoka, Yoshi Kawaoka, qui est un japonais. Et il y a des signaux qui existent d'ailleurs. Et cet homme-là s'est amusé à faire de la microscopie électronique à balayage, où en fait il prend un virus comme ça, et on est très précis maintenant, on arrive à avoir des outils qui permettent presque de voir les cristaux, en quelque sorte, c'est pas des cristaux, mais on arrive à voir les molécules avec des microscopes électroniques extrêmement sophistiqués. Et il a tranché comme ça. Il a tranché, visuellement, par la microscopie, il arrive à trancher les virus, et en tranchant les virus, il s'aperçoit que je ne suis pas rentré dans le détail, mais ces gènes n'ont pas la même taille. Vous avez des gènes comme ça qui codent une polymérase. En général, une polymérase, c'est grand, ça fait 600, dans ce cas-là précis, ça fait 600 aminoacides. Puis après, vous avez un gène qui va coder une protéine, qui va protéger l'ARN, la nucléoprotéine. Ça va faire que 300 aminoacides. Donc, comme c'est moins grand, il y a besoin d'un gène moins grand pour le faire. Et donc, il s'est amusé comme ça à les couper, et il s'aperçoit qu'il y a les 8 segments. Donc les 8 segments, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20, il y en a 8, et qui sont arrangés de manière non au hasard. Donc il y a probablement, y compris lorsque l'on sort en tant que virus le même virus, je ne parle pas encore de réassortiment, il y a déjà des arrangements qui se produisent entre les différents segments. Et probablement, des réassortiments ne sont pas possibles. Et on a l'impression, là, quand on a maintenant 17 hémagglutinines et 11 neuraminidase, vous faites le calcul des possibilités que ça donne, toutes les possibilités ne marchent pas. Et en tout cas, ça c'est le premier filtre, donc il y a probablement des arrangements qui ne vont pas, et ça on n'en est pas encore à comprendre ça. Et puis derrière, il y a peut-être aussi l'hôte, parce qu'il y a 2 partenaires. En virologie, le virus est un parasite obligatoire, l'hôte fait partie du virus en quelque sorte et vice-versa. Le virus n'existe pas tout seul. Donc il faut que ça fonctionne sur un autre. Si ça ne fonctionne pas, on ne le voit pas. Et j'aurais juste une deuxième question. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une vaccination également orale des porcs pour éviter, en préventif, de manière à éviter également un réassortiment? Oui, il y a des gens qui travaillent en vaccination orale. Je pense qu'il y a eu des gens qui ont travaillé sur des choses comme ça. La différence pour le porc, c'est que c'est quand même un animal qui, en général, n'est pas amené à vivre longtemps. Les chauves-souris, petites chauves-souris comme ça, qui pèsent 35 grammes, qui est toute petite, et qui pèse 7 grammes, et qui peut vivre 37 ans. Donc quand vous avez une chauve-souris qui vit 37 ans, elle est comme nous, capable d'être malade, de récupérer, d'avoir des anticorps qui marchent bien, qui ne marchent pas, de réêtre malade, etc. Ça existe moins dans un élevage de porcs, et pareil pour les poulets. Il y avait on peut éventuellement vacciner les poulets. Il y a eu des vaccins H5N1 qui sont très dramatiques pour le poulet, qui ont été développés. Mais un poulet vivant le temps du poulet, tout ça, c'est un calcul de bénéfice en quelque sorte. Les renards, dans un premier temps, on a envoyé un Bristol à tous les renards et on leur dit venez au centre de vaccination et tout. Et ça a été un échec total, ils ne sont jamais venus. Donc on a été obligé de travailler des vaccins oraux. Et maintenant, les gens nous disent, puisque ça marche bien, pourquoi pas utiliser les vaccins oraux chez le chien? Bon, déjà, c'est très... Pour la rage, là je parle de la rage. C'est très inégal la manière dont ça fonctionne. On ne sait pas pourquoi. Le renard se vaccine très facilement de manière orale. Donc d'un point de vue immunologique, moi je suis vacciné contre la rage et on m'a injecté un virus tué. Donc un peu les virus, les vaccins classiques, c'est ça. Si vous passez par la voie orale, vous ne pouvez pas donner un virus tué parce que ça ne va pas exciter le système immunitaire. Il faut que le virus fasse un minimum de réplication et donc qu'il en fasse un minimum. Et donc les vaccins oraux sont des vaccins qui sont des vaccins atténués, comme le vaccin de Pasteur d'ailleurs, qui était un petit peu un vaccin atténué. Donc c'est un vaccin atténué qui est donné, ça permet d'exciter le système immunitaire, etc. Ça marche bien chez les renards, par exemple. Ils ont un gros problème aux États-Unis avec
les ratons laveurs, enfin les raccoons, le petit animal de Tex Avery qu'il y a sur la côte est, et ça ne marche pas. Aucun vaccin oral ne marche. C'est des animaux qui sont plus difficiles, et donc il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. En général, on utilise le vaccin oral pour l'animal qu'on ne peut pas atteindre. Pour les chiens, on nous l'a proposé, ça a été fait, mais il y a un danger que les chiens, comme les rongeurs, sont toujours péridomestiques, sont toujours proches des gens. Et par exemple, un des producteurs de vaccins, au départ, faisait les appâts. C'était des appâts qui ressemblaient un peu, qui étaient marrons, alors avec une flavor, un goût un peu fort pour attirer le renard. Il faut que ce soit appétant pour le renard et pas pour les autres espèces. Il y a eu des travaux incroyables qui ont été faits là-dessus. Et il faut que ce soit appétant aussi, pas pour les enfants. Si ça ressemble à des carrés de chocolat, dans des pays où on mange pas beaucoup, et ça se passe souvent dans des pays quand il y a les chiens errants, parce que les chiens de propriétaires, c'est vite fait. Vous allez chez votre véto et ils vaccinent. Pas la peine de donner un vaccin oral aux chiens. Ils vaccinent, et d'ailleurs, c'est des vaccins en général qui sont groupés, ou faits par veau, rage, CDV, canine distemper, etc. Donc les vaccins oraux, pour le porc, après on va rentrer aussi dans un animal de consommation. On ne consomme pas encore du chien. Donc voilà, on va rentrer dans un OGM, animal de consommation et tout. Il doit y avoir d'autres types de difficultés derrière. Mais il y a probablement des gens qui ont déjà travaillé là-dessus, je pense. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Au fait, est-ce que c'est par lapsus que vous avez parlé de Centrafrique tout à l'heure? Vous voulez parler d'Afrique centrale ou Afrique, oui, tout à fait. Je voulais parler. Si j'ai dit Centrafrique, pardon. Oui. Excusez-moi. Mais il y a eu une étude en Centrafrique qui a été faite, publiée récemment d'ailleurs. Excusez-moi. Oui. Mais non, c'était en Afrique centrale. Excusez-moi. Voilà. Au fait, bon, même disons qu'en Afrique, deux fois, on conserve par le feu, c'est-à-dire on fait boucaner les viandes. Ah. Mais est-ce que les viandes, comme il semble que bon, ça vient, l'Ebola vient plus des singes que les gens consomment. Est-ce que c'est de la viande fraîche ou bien de la viande boucanée? C'est difficile parce qu'on ne connaît pas. C'est rare qu'on connaisse l'événement. Il y a des événements qui ont été ramenés, qui sont célèbres. Par exemple, des enfants qui avaient tué un singe. Donc ça, c'est dans une épidémie ancienne, qui avaient tué un singe. Et c'était plus facile de tuer un singe mort. Donc ils ont tué un singe mort et ils sont revenus en disant qu'ils avaient tué le singe, etc. Le singe a été partagé par la famille et donc Ebola, parce que le singe n'était pas mort par hasard. Donc il doit y avoir des tabous, j'imagine, sur le fait de tuer, de consommer des animaux morts, mais voilà, c'était passé comme ça. Après, pour savoir l'élément infectant, il est possible que la boucherie, par exemple, soit parce qu'on est dans des conditions, si on est bouché, on est toujours coupé, et puis on se coupe, et donc on coupe la viande. Donc là c'est parfait pour Ebola. Hein. Donc on ne sait pas exactement l'événement initial. Ce que l'on peut voir, si j'ai dit que c'était un seul événement qui s'est produit, c'est qu'en regardant les gènes, on peut faire de la phylogénie. En regardant, comme les virus bougent très vite, ils évoluent progressivement. Donc on peut faire un arbre généalogique des virus comme on ferait un arbre généalogique le nôtre. Et on peut savoir où est le départ, et d'ailleurs on peut savoir comment le virus s'est déplacé. Il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle de la phylogéographie, c'est-à-dire qui essayent de voir les déplacements en même temps en lisant dans les gènes, en faisant Madame Irma dans les gènes. Et donc on peut savoir que c'est probablement un événement unique pour tout ce qui était en Afrique de l'Ouest. Donc celui qui est apparu en Afrique centrale, donc en République démocratique du Congo, et qui a disparu maintenant, dans la région de l'Équateur, ça s'appelle, eh bien celui-ci c'était un événement séparé. Mais il était aussi séparé de 2000 km ou 3000 km en fait. Donc c'est difficile de savoir l'élément initial. Maintenant, est-ce que le fait de boucaner la viande tue le virus? Je pense que personne n'a testé. Je ne sais pas si c'est très fortement boucané, très cuit. Je ne peux pas vous répondre. Elle est presque hors sujet, mais est-ce qu'il y a en nous des virus non inclus dans l'ADN, bien sûr, comme vous disiez tout à l'heure pour le placenta, mais qu'est-ce que nous avons des virus qui ne font pas parler d'eux ou qui sont bénéfiques, comme de la même façon qu'on a une flore intestinale qui est en équilibre bénéfique? C'est un gros sujet de recherche. C'est un gros sujet de recherche, le dialogue
entre les virus et la flore intestinale bactérienne. Et ça a été commencé d'ailleurs plus dans les virus de plantes, c'est curieux, mais c'est un gros sujet et c'est quelque chose, je ne peux pas répondre simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ça, enfin qui cherchent là-dessus. Donc il peut y avoir probablement des effets positifs dans le système des plantes, je ne me rappelle plus, ça fait intervenir 3 partenaires, il y a un virus, il y a un parasite, il y a une plante, et en fait il faut que les 2 collaborent pour que le 3e fonctionne. Enfin c'est un truc qui est assez sophistiqué, je m'en souviens plus, mais je l'ai entendu ça une fois. Donc il y a probablement beaucoup à apprendre sur les communautés comme ça, virus, bactéries, hôtes, et des équilibres qui existent, en particulier effectivement dans la flore intestinale. Il y a des travaux qui existent déjà là-dessus. C'est clair qu'il y a probablement des choses positives. Il n'y a pas que du négatif dans le virus. C'est un morceau d'information qui circule, en quelque sorte. Donc ça peut circuler pour du mal, mais ça peut éventuellement circuler pour du mieux, éventuellement. Et puis on a aussi dans le virus de la rage, par exemple, il y a un point qui est assez étonnant, c'est qu'en général, vous mettez 2 mois, en moyenne, entre le moment où vous êtes mordu et le moment où vous commencez à avoir les symptômes. Ça veut dire que le virus, vous avez été mordu en général en périphérie, pas toujours, et donc il faut qu'il remonte de neurone en neurone, de synapse en synapse, puis il s'en va au système nerveux central, et c'est là qu'il induit un certain nombre de dysfonctionnements qui conduisent à la mort, sans détruire les neurones d'ailleurs. Il n'y a pas ils ne sont pas liquides les neurones, c'est simplement des dysfonctionnements, un peu comme si j'avais un virus dans mon computer. Il serait super beau, mais je n'arriverais plus à l'utiliser. Et donc ça, c'est ce qui se passe pour la rage, et en général, c'est 2 mois. Puis vous avez des rages lentes, et puis il y a eu des cas qui ont été rapportés de 7 ans. 7 ans de période d'incubation. Et ça a été rapporté de la manière suivante. C'est des Philippins ou des Vietnamiens qui avaient immigré aux États-Unis. Et donc le gars immigre, il vit 7 ans, etc. Et puis au bout de 7 ans, un jour, en général, suite à un stress ou à une situation médicale, etc., il développe une encéphalite, et on s'aperçoit que c'est une encéphalite rabique, et le gars meurt de rage. Le virus va être recherché chez la personne, et on s'aperçoit que c'est un virus philippin, géographiquement on les reconnaît bien, ou c'est un virus vietnamien, donc qui est resté pendant 7 ans dans la personne, ou, ne me demandez pas, ce n'est pas des virus qui s'intègrent. Donc où est-ce qu'il est resté? Comment il est resté? Comment il est rené, en quelque sorte, hein. N'oubliez pas que le HIV fait un peu ça, hein, il se cache. Et puis ensuite, il ressort quand on oublie de mettre des trithérapies. En tout cas, là, c'est pas connu pour faire ça, mais ça s'est produit. Donc il y a des choses extraordinaires dans la nature, et on a possiblement quelques virus qui sommeillent en nous. Bon, merci infiniment. On va s'arrêter là. Merci encore pour toutes ces explications. Merci.